On va pas se mentir aussi, on est dans un métier où on est tellement tout le temps en train de débarquer sur le tarmac qu'on doit toujours donner un peu le change, qu'on sait ce qu'on fait, alors qu'en fait, il y a une partie de toi, tu sais pas ce que tu fais, tu vois. Tu sais, au fond de toi, t'es là, putain, mais c'est quoi ce bordel, comment ça a marché en fait, faire un reportage, c'est de l'impro aussi. Bonjour et bienvenue dans le podcast La vie des autres, un podcast unique tourné vers la vie quotidienne de personnes qui nous ressemblent. L'idée est de découvrir certains parcours, certains métiers et certaines manières de penser, tout ça dans un seul but, découvrir les autres. Mais bon, écoute, on va commencer l'enregistrement. En tout cas, merci Sylvain. Bah, avec plaisir. On a mis du temps à se capter. Ouais. Entre tous tes tournages, ton tournage en bateau, je ne sais où. En Italie. En Italie, ouais, où tu nous raconteras ce que tu as fait. Oui. En tout cas, merci d'avoir accepté l'invitation. J'espère que tu as eu le choix quand même. Non, on a toujours le choix, hein, de toute façon. Bon, ça va, alors tu le fais avec plaisir. Oui, j'aime bien faire ce genre de choses. Ouais. Ok, tu l'as déjà fait du coup ? Oui, des interviews télé, des interviews filmées, mais aussi du podcast. J'avais commencé à en faire un moment, ouais. Quand tu dis j'en fais, t'as été interviewé ou t'as été intervieweur ? Non, j'ai été interviewé. Ok. Dans quel cadre ? J'ai plusieurs cadres. En fait, dès l'âge de 16 ans, j'ai eu l'opportunité déjà d'être interviewé par la télé. J'ai bondi sur l'occasion. Enfin, j'avais envie de passer de. Okay. C'était quelque chose qui me plaisait. Les autres étaient timides. Et, c'était quoi qui te plaisait ? C'était te mettre en avant ou passer à la télé ? Je sais pas. J'aimais bien parler devant des gens, devant les caméras, devant les micros. Enfin, c'est quelque chose qui m'a jamais fait peur. Et, ok. Et c'est même quelque chose. Je prends plutôt plaisir, ouais. Ça vient d'où ce truc ? Je pense que j'ai été habitué par ma mère, parce que ma mère était photographe amateur. Ok. Et elle avait quand même un bon niveau. Et elle passait une bonne partie de son temps quand même avec un objectif braqué sur nous. Ok. Et puis on était une famille qui aimait le cinéma. Mon beau-père était un grand fan de films. Et on a rapidement eu des trucs pour bidouiller. On avait Audacity, on avait des petits caméscopes. Okay. On avait. C'est que ça existe encore, Audacity. C'est ça, ouais. Et en fait, dès que j'ai pu bidouiller avec des caméscopes et faire des montages, etc., j'ai commencé, j'avais 9-10 ans, tu vois. Je faisais des films tournés, montés avec. Tu aurais pu être le Squeezie, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, mais en gros, avec mes potes, on faisait des parodies de James Bond, de Fort Boyard. Ok. Ouais, parce que j'ai une question d'intro, c'était est-ce que tu te souviens de ta première rencontre avec une caméra ? Donc tu me dis c'est vers 9-10 ans ou... Franchement, je pense que... j'en ai pas le souvenir parce que je pense que les caméras, elles ont toujours été présentes. Ouais, enfin, je veux dire, physiquement, quand est-ce que tu l'as utilisé pour la première fois ? Quand est-ce que j'ai utilisé pour la première fois ? Non, j'ai pas de... Ça revient pas comme ça. Ok. Mais je sais que ça devait être très jeune, quoi. Ouais, d'accord. Parce que t'as toujours été, comme tu dis, baigné dedans un peu par ta famille. Oui, voilà, il y avait quand même un environnement propice, quoi. C'était pas... papa comptable qui dit tu vas faire un vrai métier. C'était déjà un environnement dans lequel il y avait un plaisir à créer des choses. Et ma mère avait un labo photo dans la maison où elle développait encore... Avec la lumière rouge. Ouais, c'est ça. Okay. Ouais. Et puis, elle avait un bureau dédié. Et puis, on avait des photos de nous un peu partout dans la maison. Donc, on était déjà habitués à notre image. Et il y avait déjà ce truc un peu de... je voyais qu'est-ce que c'était que de créer un peu au quotidien et le plaisir que ça pouvait procurer. Ouais, je comprends. Tu vois. C'est rigolo que tu dises... un métier... Tu disais... c'est pas un métier... je sais plus ce que tu as dit, mais un truc... qu'on peut entendre cette phrase... Oui, voilà, exactement. Et c'est ce que j'ai mis. Tu es vidéaste, cadreur, monteur, DevOps, tu l'as dit. Ouais. Je sais pas trop ce que c'est, mais tu vas nous le dire. Journaliste aussi, j'ai vu. Oui, c'est ça. Sur ton site web, je crois. Oui. Et du coup, j'ai mis des métiers peu communs. Et après, j'ai rajouté dans mon milieu parce que je pense que... Parce que même toi-même, je t'ai déjà entendu me faire ces blagues-là, comme quoi j'ai pas un métier ou des choses comme ça, tu vois. Oh non, quand même, que t'as pas un métier, non. Où t'as pu faire ce genre de blagues, je sais que je t'ai déjà entendu. Ah, ok, bon, désolé alors.
Donc c'est, non, mais pour moi, en tout cas, il y en a qui travaillent ou je sais pas quoi. Ouais, mais je le disais peut-être en rigolant. Ouais, je pense que. Ouais, j'espère, en tout cas. Non, mais ouais, du coup, c'est peu commun pour moi, en tout cas. Oui. Disons que j'en rencontre peu. Oui. Peut-être que toi, je pense que tu rencontres plus des gens qui font ton métier, c'est logique. Oui, ou alors forcément. Qui gravitent autour de ton métier. Bien sûr. Et moins d'ingénieurs, peut-être, comme moi. Après, si je réponds à la question que tu voulais. Non, vas-y, discutons. Alors, moi, l'avantage de mon métier, justement, c'est que je rencontre plein de métiers. Ouais. Étant donné que je fais des reportages, je vais être amené à côtoyer plein de personnes qui font des boulots que je connais pas. Par exemple, en juillet, j'ai été suivre une équipe de la SNCF qui intervient sur les pannes électriques. Ok. Et 2 jours plus tard, j'étais sur un bateau en croisière pour aller voir des dauphins, tu vois. Donc là, on a interviewé le capitaine qui expliquait ce qu'il faisait, tu vois. Mais c'est ça que j'aime bien aussi avec le podcast, c'est que du coup, je découvre plein d'autres métiers, tu vois. Oui. En fait, je me cantonne pas Enfin bon, même si j'ai beaucoup d'épisodes avec des ingénieurs ou des gens qui gravitent un peu au domaine dans lequel je suis, j'essaie de varier un peu tous les métiers. Donc tu comprends le plaisir que j'ai. Enfin, oui, ouais. C'est hyper enrichissant, quoi. Voilà, c'est ça. Après, je sais pas si moi, est-ce que tu prépares du coup tes interviews? Est-ce que tu te renseignes sur le métier, sur ce que tu vas voir, ou c'est un peu pas à la louche, mais à la volée? Non, c'est systématique. En fait, dépendamment des gens pour qui je tourne, mais déjà, je vais faire une recherche. Ok. Je vais avoir une prépa, souvent ce qu'on appelle une prépa édito. Okay. C'est-à-dire qu'en fait, tu as un appel avec la production, avec le rédacteur en chef s'il y en a un. Mais du coup, comment ça marche en fait? Parce que, bon, avant qu'on rentre vraiment dans le détail, mais du coup, tu n'es pas affilié à une société, une entité, tu es t'es un peu libéral, quoi. Dans mon cas, parce que c'est marrant. C'est le lapsus. Ouais, le lapsus dans mon camp. Alors oui, j'ai commencé à exercer en auto-entrepreneur pendant 5 ans. Okay. Donc j'ai quand même gardé cette approche entrepreneuriale, c'est-à-dire que je me considère comme un prestataire avec des clients. Je fais des collaborations. Après, je vis pas ça comme quelque chose de pénible. Moi, c'est toujours... voilà, il y a tel client qui me demande telle chose, alors je vois déjà si ça m'intéresse ou pas. Ouais. Ça, c'est quand on en arrive déjà au point où on peut choisir. Et je vois aussi est-ce que ça correspond à ce que je peux lui proposer ou pas. Parce que des fois, on me demande des choses complètement hors de mon truc. Mais parce qu'ils savent pas ce que tu fais ou parce que juste... Parce que parfois, ils s'imaginent que parce que je suis dans telle branche, je vais pouvoir forcément... Par exemple, je donne un exemple très simple. Il y a des gens qui pensent que parce que tu fais de la vidéo, tu es aussi un photographe. Ok. Et c'est pas... Tu vois, et puis... Même si t'as une caméra, tu fais pas de photo, par exemple, là, quand je suis parti en bateau pour Tara, la fondation Tara, pour eux, c'était évident qu'un vidéaste était aussi un photographe et que tu pouvais autant leur faire des photos pack-shots de leurs vêtements pour leur boutique que des photos événementielles politiques, que des photos de coucher de soleil, que des photos au drone, qu'en même temps des reportages politiques, tu vois. Pour eux, c'était évident, mais c'est pas si évident que ça. Mais pourquoi on fait cet amalgame-là de vidéos, photos Est-ce que c'est parce que le métier, il est pas... Dans la tête des gens, c'est pas assez... Il y a plusieurs choses. Je pense que le métier a énormément évolué. Depuis moi, le moment où j'ai fait mon école de cinéma, j'ai terminé en 2011. Et aujourd'hui, on n'est plus du tout dans les mêmes économies. Il y a une époque où tu avais, par exemple, un tournage documentaire. Tu avais systématiquement le caméraman, le photographe. Non, juste caméraman, le journaliste réalisateur et l'ingénieur du son. C'était quasiment systématique. Aujourd'hui, tu vas avoir une personne qui peut tout faire. Et c'est mon cas. Tu vois, par exemple, c'est pour ça qu'on appelle ça un journaliste reporter d'image. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va être à la fois capable de faire les interviews, de s'occuper de préparer justement le sujet, mais également de filmer et également de faire le son et parfois même de faire le montage. Parce qu'en fait, il y a un moment donné, ils se sont rendus compte que en fait, une seule personne pouvait tout faire, donc pourquoi ne pas réduire les coûts je comprends. C'est pour ça d'ailleurs que quand tu vois un tournage télé aujourd'hui, tu as
t'as très peu d'ingé son. Ouais. Mais on va en parler plus tard, justement, de tout ça, même du côté internet, du côté télé, du côté cinéma. Mais avant qu'on aille un peu plus loin, est-ce que, même si déjà on a bien avancé, est-ce que tu pourrais te présenter qui tu es, d'où viens-tu, ton parcours scolaire, un peu, ce que tu as fait, quoi. Je vais essayer de faire court, mais tu peux faire long si tu veux, si ça demande beaucoup de temps. Donc je suis Sylvain Elfassi, j'ai 33 ans, j'habite Montpellier, voilà, depuis maintenant presque 6 ans. Mon métier aujourd'hui, j'en ai plusieurs, donc c'est comme je disais, journaliste, reporter d'image, chef opérateur, parfois réalisateur, parfois pilote de drone. Mais bon, c'est des choses qui se complètent en fait, c'est des métiers qui se complètent et parfois on peut exercer un même métier, parfois on peut exercer plusieurs métiers dans une seule mission. Comme ce dont tu parlais tout à l'heure. Voilà. Après, moi, aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu faire un métier créatif. D'abord, plus petit, genre vers 9-10 ans, je voulais être comédien. Je voulais faire des films d'action. Ça m'a... Mais pourquoi t'as vu un film qui t'a plu en fait, je crois que c'était... Je pense que ça pouvait m'extraire de mon quotidien, et, tu vois, de quelque chose d'un peu morne, tu vois, l'école imposée à un enfant. C'est jamais très... Enfin, moi, je l'ai pas vécu comme une période très marrante. Toutes tes études enfant, tu veux dire, ou globalement, oui, d'être enfermé dans une salle à écouter un adulte autoritaire qui te fait sentir comme de la merde si t'as pas une bonne note. Globalement, je l'ai pas très bien vécu. Est-ce que c'est parce que tes parents étaient dans ce milieu créatif et du coup qui étaient un peu plus ouverts Enfin, j'ai l'impression en tout cas que les gens qui sont dans un milieu artistique, ils sont très ouverts vers les autres, ils se comprennent eux-mêmes. Je pense que ça a influé sur ta personnalité. Oui et non, parce qu'en fait, je pense que le défaut peut-être des gens à qui j'ai grandi, c'est le fait que malgré leur ouverture à une discipline artistique, ils étaient très refermés sur le monde quand même. Donc, tu vois, ils avaient décidé de vivre un maximum écarté des choses et en même temps, ils voulaient nous donner les outils, nous, pour pouvoir participer. D'accord. Mais ils n'étaient pas si ouverts que ça, quoi, au final. Ils étaient ouverts intellectuellement, peut-être. Oui, voilà, c'est ça, culturellement, mais il y avait un côté vachement reclus et je pense que ça m'a, par opposition, moi, je me suis dit, bah non, je vais faire l'inverse, je vais aller rencontrer un maximum de gens, je vais voyager un maximum. D'accord. Je vais bouger un maximum, comme ça va... Donc du coup, dès le plus jeune âge, t'étais pas timide, quoi, t'étais assez... Alors non, si, j'étais très timide. Mais justement, pour revenir à l'idée d'être comédien d'action, j'étais timide, mais j'avais très envie que les gens fassent attention à moi quand même. Et je me suis dit, comment je peux faire ça en étant comédien comme Jackie Chan, comme Eddie Murphy. À l'époque, je rêvais d'être chinois ou noir. Je me disais, ça allait... Je rêvais d'être chinois. Non, mais c'est vraiment ça. Genre, j'avais vraiment envie de changer changer d'apparence, de changer de... J'avais l'impression que ça allait me rendre plus intéressant. Et donc, j'ai fait des cours de karaté. Et t'as déjà essayé de faire comédien Non, de te transformer en chinois ou en noir. Non, aujourd'hui, même ce que je viens de dire, c'est très limite, c'est très tendancieux. Non, j'ai pas essayé, pas dans mes souvenirs, mais j'ai pris des cours de théâtre. De karaté, du coup, tu disais? Pardon, karaté coupé, et théâtre. Et en fait, le théâtre m'a énormément aidé à me libérer de ma timidité. Me libérer. Oui. La première année n'a pas été simple parce que tu parles devant tout le monde. Tu avais quel âge J'avais 13-14 ans. Et après, je suis arrivé au lycée. Et en fait, au lycée, c'était déjà beaucoup plus ouvert. Et quand je suis arrivé en première L et que j'ai eu le choix de prendre l'option cinéma, art plastique, je me suis enfin senti à ma place. Parce que tu retrouvais des gens qui étaient un peu comme toi. Puis parce que j'étais concentré sur des disciplines dans lesquelles j'étais bon et dans lesquelles il y avait plus de liberté pour réfléchir, pour inventer. Parce que j'avais beaucoup de mal avec les choses très terre à terre, les maths,
la géographie, bon, bah, il n'y a pas de place pour l'improvisation, il n'y a pas de place pour l'inventif. Enfin, Ouais, non, je comprends. tu vois ce que Ouais, je veux dire? c'est très rationnel, quoi. Voilà, C'est tout ou alors rien, quoi. qu'en philo, en littérature, on est beaucoup plus dans quelque chose de. On peut broder, on peut inventer, C'est assez subjectif, quoi. Ça dépend de chacun. C'est ça. Et c'est vrai qu'en maths, c'est 0 ou 1, quoi. Voilà. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on s'est rencontrés en faisant du théâtre. Du théâtre, ouais. Mais du coup, bien après, quoi. On s'est pas rencontrés à 13 ans. C'est ça, non. Et donc, oui, je suis sorti de la timidité à 15-16 ans, je crois. Ok, d'accord. Et là, tu t'étais où, là, à cette époque? À Nantes. Ok. Nantes, lycée de centre-ville, bourgeois. Beaucoup de chance d'avoir accès Bourgeois, c'était privé? Non, mais public. C'était un lycée public, mais parce que c'était un lycée de centre-ville, c'était quand même assez fréquenté. Alors, c'est là où... Non, il faut peut-être que je modère mon propos, parce qu'il y avait plusieurs classes sociales qui se côtoyaient. D'accord, ok. Et autant vraiment des jeunes du milieu difficile que des bourgeois très riches. Donc c'était, je pense, ça aussi, je pense que ça m'a aidé à comprendre la réalité de plein de classes sociales aussi, tu vois. Ouais. Et t'étais du côté quoi? T'étais du côté populaire, toi, ou du côté... Non, moi j'étais chez les Bourges, hein. Clairement, j'ai grandi dans un milieu plutôt aisé? bourge, hein. Ok. Ouais. On avait de l'argent pour aller en vacances en Europe. Voilà. Parce que du coup, tes parents, ils faisaient quoi? Alors, ma mère, elle était femme au foyer. Ok. Mon beau-père, il avait juste une fortune Ah oui, d'accord, ok. dont il profitait, on va Ok, dire. il était espèce de rentier, quoi. C'est ça. Et mon père, avec qui je ne vivais pas, lui, était peintre décorateur à Paris. Donc il travaillait avec des clients en particulier. Donc, voilà. Et j'ai aussi grandi dans une mentalité. Parce que, par exemple, ma mère et mon père, avant de m'avoir, ils avaient une entreprise où ils fabriquaient des t-shirts sérigraphiés. Ok, du Shopify, quoi. Oui, voilà, ils ont été coloristes de bande dessinée. Enfin, mon père, il a été laveur de carreaux, Ok. vendeur d'immobilier. Bon, il a Il a tout fait, quoi. il a fait pas mal de métiers et donc voilà. Mais je pense que le côté. Ça, je te raconte des trucs perso. Hein, Si tu veux pas le dire, ou Ouais. si tu veux qu'on coupe, on coupe, hein, t'inquiète. On verra, mais le côté plus, je dirais bourgeois, c'est plus mon beau-père qui me l'a emmené, parce qu'il était, Ok. lui, il vient d'Allemagne, Ok. et il vient d'une famille c'est pas du tout le même milieu que ma mère. Et d'ailleurs, j'ai pu constater à la maison même des conflits de classe sociale, Ouais. où vraiment il n'y avait pas du tout les mêmes visions de la vie, du respect des gens qui travaillent dans le service. Par exemple, mon beau-père a toujours été très méprisant des gens qui travaillent dans le service, alors que ma mère, ayant elle-même été crêpière et ayant elle-même fait du service, c'était pas du tout comme ça, tu vois. Donc, mais est-ce que tu le comprenais, ou est-ce que tu le comprends aujourd'hui? Aujourd'hui, je pense que ça a énormément impacté en t'en parlant, je m'en rends compte aussi. C'est intéressant, parce que c'est comme une psychanalyse du micro. Mais je pense que le fait d'avoir côtoyé plein de classes sociales au sein même de ma famille et aussi du lycée, ça m'a permis d'être beaucoup plus compréhensif. Parce que, par exemple, je te donne un exemple. J'ai fait le tournage SNCF là, il y a quelques semaines. Et voilà, on a commencé vers 9h, et à midi, on va faire la pause dîner. Et les mecs me disent, mais t'es cheminot? Je dis, bah non. Ils disent, bah, on pensait que t'étais cheminot. Et donc, en fait, il y a une façon que j'ai de faire, on me l'a déjà dit. Apparemment, tu te calques vite, voilà, et bien. Voilà, c'est ça. Je me fonds bien dans les. Je peux très bien dans des trucs très bourges et passer bien. Que je me souviens avoir fait un dîner trop bizarre, tu vois, genre on m'avait payé pour aller filmer un gala des anciens étudiants d'une université française du Liban. Et qui y avait là? Il y avait Carlos Ghosn, quand même. Ah ouais, ok. Le Carlos Ghosn. Mais plus jeune. Non, mais il y a oui, c'était avant qu'il 5-6 ans, qu'il rentre dans sa valise, quoi. Et donc il y a autant ça que tu vois, je me suis retrouvé, je sais pas, avec des pêcheurs au Sénégal, embarqués sur leur pirogue, ou Ouais. tu Mais vois, est-ce que tu te fonds bien, parce que justement t'as ce côté hyper intéressé par le sujet, et du coup tu vois, sur un laps de temps très court, ouais. parce que peut-être que tu pourrais pas faire ça toute ta vie,
Mais en fait, sur un laps de temps très court, tu t'immisces vachement je pense que avec les gens, quoi. je m'intéresse et je pense qu'il y a un côté où je suis pas. Je me comporte pas comme une princesse, quoi, si tu veux. On attend des gens qui font notre métier qu'on soit adaptable et qu'on accepte des conditions. Ouais. Il s'avère qu'effectivement, avec le temps, je me rends compte que plus j'avance en âge, moins c'est facile. Ouais. Mais quand même. Ouais, parce que tu disais tu peux refuser des missions du coup. Est-ce que c'est dû justement à ce côté est-ce que c'est dû à la difficulté de la tâche ou est-ce que c'est juste à la non C'est plus par expérience, je me rends compte qu'il y a des missions d'emblée, je vais voir qu'elles vont me prendre du temps. Ok, ouais. Je vais pas les faire avec envie, que du coup ça va être bénéfique pour personne et que même financièrement, je vais pas forcément m'y retrouver. Ouais, d'accord. Et donc je préfère éviter, par exemple, je sais pas, tu vois, là je vois, même parce que une partie de mon travail, c'est aussi de postuler, parce qu'on n'est jamais. On vient pas toujours te chercher, quoi. Voilà, il y a aussi beaucoup de prospects. Ouais. Par exemple, là je vois passer, ils cherchent un caméraman pour des matchs de foot à Montpellier, il y en a une dizaine. Ok. Et je me dis, mais en fait, déjà je vais pas du tout kiffer. En plus, je connais pas le foot. Donc je suis pas la bonne personne pour eux, tu vois, parce que s'il y a un truc important, je saurais pas quoi filmer. Ok, ouais, et je me dis, si je vois les trucs purement logiquement, je pourrais me dire, ah bah oui, tant mieux, c'est à Montpellier, il n'y a pas tant de boulot dans la région, il faut toujours que je me déplace, etc. Mais en fait, je me dis, je vois d'emblée le truc où je vais pas être le bon élément pour eux, tu vois. Ouais, je comprends. Mais est-ce que parce que ça, c'est toi qui te le dis. Mais est-ce que tu penses que tu pourrais pas avoir quelques surprises ou Oui, bien sûr. Pas te créer une vocation, tu vois, Après, mais juste t'ouvrir une porte et puis. Après, je suis un peu à un stade de ma vie où aussi, tu vois, des portes, j'en ai ouvert plein. Okay. J'ai essayé plein de choses. Et t'en as refermé pas mal aussi. Voilà, il y a de ça et je me rends compte que mon énergie, elle est à économiser. Ouais, d'accord. Parce qu'il y a un moment où tu te disperses, tu essayes plein de trucs. Encore cette année, j'ai brûlé mes batteries un max et ça m'a fait du mal. Et je suis à un moment où je me dis, ça là, je le vois, je me dis, bah ça va me prendre du temps, ouais, ça va me prendre de l'énergie et ça va m'empêcher de me concentrer sur des projets qui sont plus essentiels et qui vont être plus épanouissants en fait. Tu vois. Et pas forcément pécunier quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Oui, parce que ça peut rentrer en cause. Oui, parce que moi, mon but, c'est un peu comme un vaisseau, tu vois. Genre, je pilote mon vaisseau, je me dis, bon, je récupère suffisamment pour faire avancer la machine, pour être confortable. Mais c'est à moi, après, de choisir aussi où je vais explorer, tu vois. Je réfléchis. Mon but, c'est quand même de me dire, je vais faire une mission qui me fait kiffer, qui correspond à mes valeurs, qui va aussi me rapporter en termes de visibilité. Ouais. Et qui financièrement soit intéressante pour moi parce que si je passe 10 jours à bosser et que j'ai 500 € en bout de ligne c'est pas intéressant, tu vois. Ouais. Même si tu apprends des choses intéressantes, il faut vraiment que ce soit un projet personnel militant, tu vois. d'accord. Là j'ai fait un film sur quelques années militant, c'est-à-dire j'ai fait tout quasiment tout seul. Je me suis entouré d'une équipe où je les ai payés pas du tout au tarif que normalement ils devraient être payés, ou ils ont été bénévoles parce qu'ils croyaient en le projet. Okay. Je l'ai inscrit moi-même en festival, je l'ai fait circuler tout seul. C'est celui qui danse là ? Ouais, c'est ça, ouais. Et là, c'est un projet où, oui, clairement, j'ai perdu de l'argent. Mais c'est une cause dans laquelle j'ai choisi de m'investir. Mais ça, c'est un truc que tu as fait personnellement, non ? Oui, c'est ça. Ça n'a rien à voir avec ton métier. C'est ça. Et quand c'est quelqu'un qui me commandite une action, il faut que ça me rapporte quelque chose, parce que si c'est pour le faire à sa sauce, avec son édito, avec son média, etc., tu vois, à un moment, tu te dis, mais en fait... non, mais ça s'entend. Tu vois, je suis d'accord avec toi. Tu réfléchis plus pareil, quand tu débutes, tu bouffes tout. Moi, je veux dire, je prenais n'importe quoi. Je me suis retrouvé à filmer des conférences sur des constructions de tunnels, mais vraiment des trucs, mais tu te dis toi-même, tu te dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire ? Qu'est-ce que je fous là ? Et en même temps, tu dis, oui, en fait, je gagne 1 000 € sur 2 jours, donc en fait, oui, je sais ce que je fais là, tu vois. Mais il y a un moment où tu vois, Ça a été dur de trouver tes premières missions ? Parce que du coup, tu sors d'école en 2011. C'était super dur, ouais. 2011, tu sors de... Donc j'ai vu que tu as fait l'ESSEC Film School. Ouais, c'est ça, oui. C'est à Paris, du coup ?
Oui, ils disent pas film school, mais ils disent. Ok. Oui, c'est une École école de cinéma de privée, cinéma, ouais. comme il y en a d'autres là. Donc ça durait 3 ans? C'était une licence. Moi j'ai eu cette chance-là, entre guillemets, que mon père a appelé le directeur et a négocié Ok, en disant mais écoutez, il a déjà fait un bac cinéma, est-ce qu'il n'y a pas d'accord. moyen de se faire sauter une année et occasionnellement d'économiser une année aussi? Ok. Et le directeur a dit ok, c'est bon, il a fait une année, il a déjà fait un bac avec option cinéma, donc on lui fait pas faire les 3 ans. Ok. Donc j'ai fait 2 ans et j'ai quand même eu un bac plus 3 en faisant 2 ans Mais d'études. donc, t'as fait 2 ans, t'as commencé à la deuxième année ou t'as commencé à la première année et t'en as fait 2? En fait, Parce que du coup, t'étais avec une classe qui avait déjà fait 1 an? ouais, en fait, il y a dans cette école, il y a une année qui est, on va dire, un peu une année Ah, préparatoire d'accord, ok. où ils enseignent essentiellement la culture générale du cinéma. Ok. Chose que Analyser un tu avais film. peut-être déjà faite. Oui, voilà, on avait, où ils te font regarder des films et ils te mettent à niveau. Voilà. Ok. Donc il y a pas de technique, il y a pas de. Ouais, d'accord. Et après, tu rentres dans le dur. Dans la pratique, quoi. Voilà. Donc moi, je suis rentré direct. Bon, bah voilà, on t'enseigne. Voilà. C'est quoi une caméra? Bah voilà. Tiens, mais Comment ça marche? qu'est-ce qu'il faut savoir sur une caméra? Et puis, C'est des études qui t'ont plu? pas, Enfin, pas trop, non. Pourquoi? Parce que t'as pas appris grand-chose ou Parce parce que que... j'ai senti que c'était des systèmes d'école dans lesquels on arnaque un peu Ok. le client. Et d'un autre côté, comment dire? Est-ce qu'on fait rêver les Pas étudiants tant et que en ça. fait, En fait, faut pas non plus que je sois mauvaise langue avec eux parce que je suis quand même sorti. Et quand j'ai fait mes premiers entretiens de stage, ils étaient ravis de voir que je savais ce que c'était un câble BNC, donc un câble plutôt ok. son. Je connais Non, que les attends, pardon, câbles excuse-moi, XLR, faut que je pardon. parce que je dis une connerie. Un câble BNC, donc un câble vidéo, et un câble XLR, un Ah câble ouais, son. ok, ok. Donc, en On fait, coupera, on je me coupera, rappelle t'inquiète. particulièrement de cet entretien-là où elle m'a dit, mais tu sais, il y a plein de gens, ils viennent faire l'entretien, ils savent même pas ce que c'est la différence entre tel câble et tel câble. Et j'ai fait des stages où ils étaient contents parce que j'avais les capacités en prod et en image. Je savais mettre des projecteurs. Tu me disais, mets-moi en place une Manda, une blonde. J'étais capable Ok. de le faire, autant que de faire une balance des blancs. Mais ça, tu c'est vois. parce que tu l'as appris à l'école ou parce que tu étais intéressé de base et en Alors, dehors de l'école, tu en tu fait, te renseignais sur ça? dans cette école, on te faisait bouffer tous les métiers. C'est-à-dire, on t'apprenait autant ce que c'est qu'un script, qu'un perchman, qu'un machinot, et tu étais obligé de passer sur ces postes. Donc, On dit vraiment perchman? oui, oui, oui. Oui. Ok, même en anglais? Oui, on dit perchman, Ok. preneur son. Enfin, en fait, normalement, ça fonctionne par équipe. Tu as l'ingénieur du son qui a la console qui fait le mixage, Oui. qui lui va dire bah, je vais placer les micro-cravates là, pla, pla, pla. Et tu as le perchman qui, lui, normalement, est vraiment là pour percher. Ouais, d'accord, ok. Mais c'est un taf finalement très compliqué parce que tu dois toujours être là au bon moment. Sans rentrer dans le champ de la caméra, capter le bon angle pour avoir la voix, et Ouais, c'est ouais. physique. Ouais. Donc voilà, mais bon, on te Mais montre. le mot perchman, il Oui, me fait rire. mais ce qui est intéressant, c'est que tous les élèves rentrent avec l'idée je vais être le prochain Spielberg, évidemment. Ouais. D'ailleurs, ils veulent tous être réalisateurs, ils ont des égos comme ça. Pour la plupart, en plus, c'est des gosses de riches, donc ils ont l'habitude que tous leurs vœux soient réalisés. Ok. Sauf que, bienvenue dans la réalité, mon bonhomme, ça va pas se passer comme ça. Et donc, ceux qui sont un peu plus les pieds sur terre se rendent compte que, bon, à la sortie, il va falloir que je trouve du boulot. Ouais. Parce que tu trouves pas un boulot dans notre domaine, tu trouves du boulot. Parce que tu vas pas signer un CDI, hein, tu vas chercher des heures Ok. ou des contrats. Et ce qui est intéressant, c'est que tu en as qui vont découvrir des métiers. Donc, par exemple, j'en ai vu les yeux s'illuminer parce qu'ils découvraient ce qu'on appelle le métier d'électro. Parce qu'électro, c'est quelqu'un qui met en place les projecteurs en collaboration avec le chef électro et donc le directeur de la photographie, Ok. qui est on va dire la deuxième personne la plus importante, c'est lui qui est responsable de l'image, en fait, hein, Ok. qui fait l'image du film. Mais quand tu sais qu'il y a, par exemple, sur Harry Potter, tu as des scènes où tu as 300 projecteurs, Ouais, il faut que... Voilà. Et donc, il y en a qui sont passionnés de ce métier-là. Ok. T'en as d'autres, ils sont très bons assistants réalisateurs. Et assistant réalisateur, c'est un métier où c'est toi qui organise la logistique du tournage, les emplois Ouais. du temps. Je crois que je l'ai vu un peu quand j'ai fait putain, pas le bénévolat, mais tu sais, dans Un si grand soleil, là,
comment ça s'appelle ? Figurant. Le figurant. T'as fait de la figuration. Fait de la figuration. Du coup, j'ai vu un peu tout ce milieu. Oui, c'est ça. Notamment l'assistant réalisateur qui, j'ai l'impression que c'est lui qui courait partout, quoi. Oui, il court partout. C'est lui qui donne des et il stresse. Il est obligé de dire aux gens, bon, il faut qu'on tourne. Il est obligé de rappeler aux gens l'emploi du temps. Et en même temps, c'est lui qui va, par exemple, il va lire le scénario. Et il va faire ce qu'on appelle un dépouillage. En fait, il va dire, ok, bah là, on tourne toutes ces scènes. Là, par exemple, il y a plein de scènes qui se passent dans le même lieu. Donc, c'est tout tourné dans un bloc. Donc, il essaie de tout au même endroit. Puis en même temps, il doit se dire, attends, là, il nous faut un couteau, il nous faut. Alors après, t'as aussi l'accessoiriste. Mais bon. Mais le monde du cinéma, il est. C'est incroyable. On s'imagine pas, en fait. Juste pour un épisode d'une série, du coup. Oui. Je crois qu'il y avait, je sais pas, franchement, une 50aine de personnes, quoi. Je sais pas compter, mais c'est pas beaucoup. Non, mais c'est pas beaucoup, Parce que des fois, t'as des équipes de 200 personnes. Mais c'est un truc de fou, quoi. Oui, parce que t'as plein de. En fait, pour que ça marche bien et que ce soit propre et que ça ait la qualité à laquelle on est habitué. Est-ce que ça, c'est uniquement dans la télé et le cinéma ? Parce que tu vois, typiquement sur YouTube, sur Internet, j'ai l'impression que c'est en train de grossir dans ce sens-là, mais c'est pas non plus des proportions telles que la télé, quoi. Non, et pour autant, le rendu est quand même très proche de la télé. YouTube, ils font pas vraiment de la fiction. Quand tu parles de YouTube, en fait, ils ont plus une config. Oui, je suis d'accord. Parce que je travaille justement avec des YouTubeurs, ils sont sur des configs reportage, des configurations reportage. Donc souvent, c'est même eux qui vont se filmer tout seuls, qui vont installer un studio avec de la lumière chez eux, ils vont faire un petit décor. En fait, il y a aussi le fait que le matériel professionnel et les formations sur YouTube, justement, les tutoriels sont beaucoup plus accessibles. Regarde, toi, là, tu t'installes un podcast chez toi, t'as ton petit matériel, etc. Et t'as déjà une très bonne qualité. Et t'as fait, j'imagine, 2-3 tutos sur Internet. J'ai essayé, en tout cas. Et t'as fait ta chaîne YouTube, et tu vois, et t'avais déjà une bonne qualité, etc. Donc, je pense qu'aujourd'hui, déjà, tu peux avoir accès à une bonne qualité si tu bosses bien et que tu fais bien gaffe, voilà. Et après, oui, il y a de plus en plus de youtubeurs qui ont aussi des financements. Enfin, ils montent même des véritables petites entreprises dans lesquelles ils ont, par exemple, j'ai des potes, ils ont leur chaîne sur l'économie à Montpellier. Ils ont 250 000 abonnés. Maintenant, ils ont leur bureau, leur studio d'enregistrement insonorisé, tout le matériel qui va avec. Ils embauchent des gens quand il y a besoin pour l'image, etc. Ils produisent d'autres youtubeurs. Donc en fait, il y a tout un écosystème qui s'est créé, mais on est loin d'une équipe de cinéma. C'est pas du tout les mêmes. Budgets. Toi, du coup, t'es plus dans le milieu de la télé ou au milieu du cinéma, ou tu touches un peu à tout ? Je suis ni du cinéma ni de la télé, moi. Je suis du web. En fait, en quoi consiste typiquement une journée type ? Du coup, tu t'es appelé ou alors tu prospectes ? J'ai pas vraiment de journée type, mais si tu veux, je vais essayer de réunir ça. En gros, moi, je suis sur une économie qui est l'économie de l'Internet, quasiment. Que ça. Donc, soit je travaille avec des médias qui sont connus, mais qui font du contenu pour Internet. Par exemple, Euronews, qui est une chaîne européenne connue. J'ai mis, tu vois, typiquement, je te coupe, tu vois, les styles bruts et tout ça. Oui. Ils ont leur. Est-ce que c'est des freelances qui embauchent ? Il y a des salariés internes, et il y a des intermittents, et il y a des freelances. Il y a des pigistes aussi. Ce style-là, enfin ce média-là, ce type de média-là, c'est quelque chose que tu fais ou ça t'intéresse pas ? Oui, mais je vais répondre justement parce que là, je peux pas répondre pleinement si. Ok. Donc je vais essayer de répondre. Donc le web, soit je travaille effectivement pour des médias qui sont connus mais qui ont du contenu en ligne. Donc j'ai fait Euronews, BBC, je travaille encore pour un média en ligne qui a été créé par CNN qui s'appelle Great Big Story, qui fait aussi du contenu, des reportages, mais pour le web. Après, ces reportages peuvent être aussi repris et diffusés à la télé. Et diffusés sur des plateformes comme Apple TV, etc. Donc je vais soit moi leur proposer un sujet, donc je vais rechercher un sujet, leur dire voilà, regardez, j'ai trouvé quelque chose qui, je pense, vous correspond, auquel cas
On fait ensuite on signe un truc, on trouve un accord dans lequel, pour un montant, je vais faire le sujet pour eux. Une question, je te Oui, coupe. ouais. Justement, j'ai vu pour cette chaîne-là, tu avais fait un reportage sur un espèce de bâton poignard. Oui, oui, oui. Ça, c'est toi qui as proposé? C'est moi qui l'ai trouvé, ouais. Ok. C'est moi qui ai proposé. J'avais trouvé ça sur une famille qui fait des bâtons de marche qui servent aussi d'armes, qui sont traditionnels du Pays Basque. Ça s'appelle les maquilas. Et c'est une famille qui fait ça depuis 7 générations, donc depuis le 18e siècle. Et comment tu l'as trouvé, cette famille? Je fais C'est en beaucoup de voyage recherches ou, sur Internet. Ok, Je non, tape des d'accord. mots-clés. En fait, beaucoup de mes sujets, je les trouve en me tapant des sessions, Ok, des après-midi où je vais faire de la recherche, c'est blablabla. pas dans tes voyages où tu passes à côté d'une boulangerie et tu fais ah putain, mais lui il fait un truc un C'est peu. très rare que ça se passe comme ça. Ok. Je vais quand même beaucoup chercher sur le web. Donc ça, c'est un premier fonctionnement. Ouais. Il y a un autre fonctionnement dans lequel, des fois, c'est ces médias qui vont me contacter, me dire bah, écoute, on sait que tu es dans la région, on a un sujet pour toi, est-ce que ça t'intéresse? Donc là, après, à moi de voir est-ce que je le fais ou pas. Donc ça, c'est un premier bloc. Après, il y a un autre bloc qu'on appelle le film corporate institutionnel. Oui. Donc là, j'ai des compagnies avec lesquelles je travaille qui vont m'appeler pour des tournages institutionnels. Donc, par exemple, le ministère de la Transition écologique. Et là, c'est clair et précis. Et donc là, toi, j'ai pas de recherche à faire. Et en plus de ça, tu n'as pas ton mot à dire. Ils savent ce qu'ils veulent. Exactement, ouais. C'est-à-dire, alors évidemment, il y a ma patte à moi, hein, ça reste quand même là, mais généralement, ça s'efface quand même derrière un style. Par exemple, ils vont tourner une série pour le ministère de la Transition écologique sur la sobriété foncière. Il y a des épisodes qui ont été tournés un peu partout en France. Il faut que je me colle au style. Oui, bien sûr. Et donc là, souvent je suis seul. Donc, par exemple, sur la sobriété foncière, il y avait une journaliste avec moi. Et donc là, il y a ce qu'on appelle une prépa édito. Il y a des appels auparavant avec la production qui te disent ce qu'ils veulent. Tu regardes les épisodes. Tu as la liste de questions, la liste des séquences. Tout a été calé en amont. Les rendez-vous, etc. Donc, ce genre de truc, c'est tu filmes uniquement? C'est ça. Ou tu aussi interviews? Je fais les interviews, mais c'est pas moi qui choisis les questions. Oui, d'accord. Donc c'est moi qui vais dire bah mettez-vous là, je vais vous poser telle question. Après c'est à moi quand même de les mettre à l'aise, de relancer, de leur dire attention, vous n'avez pas repris ma question. Donc tu as quand même un boulot de réalisateur et de journaliste à faire, en plus de vérifier que l'image est bonne et que le son est bon. Donc il y a quand même un bon coup de stress parce que quand tu as des personnages importants comme le maire de Sète qui t'a accordé 10 minutes de son emploi du temps, t'as pas intérêt à faire n'importe quoi parce qu'après tu le perds. Et si tu le perds, bah, tu perds ton client. Et quand ton client il paye bien, t'as pas envie de le perdre. T'as beaucoup de one-shot du coup? J'en ai eu. Maintenant, j'ai plusieurs sociétés avec lesquelles je collabore assez régulièrement. Ok. Donc là, par exemple, la boîte avec lesquelles qui ont comme client le ministère de la Transition écologique ou la SNCF, ça sur 1 an et demi, ils ont dû m'appeler une douzaine de fois, tu vois. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Et, c'est pas mal ça. Et parce qu'ils m'ont dit, bah, en fait, on cherche quelqu'un qui est dans le coin de Montpellier. Nous, on est à Bordeaux et à Paris, mais on a besoin de quelqu'un qui... Et le milieu, il y a beaucoup de concurrence ou pas? Il y a de la concurrence. T'as des copains Alors, il y a beaucoup de concurrence, mais il y a aussi beaucoup de gens qui font de la merde, quoi. Ouais. En fait, c'est que moi, je vois énormément de gens qui disent « Ah, ça y est, je suis film... » Alors, ils disent « filmmaker ». Alors, pourquoi est-ce que tu veux pas le dire en français? C'est parce que tu cherches une clientèle française, t'es pas obligé d'aller dire que t'es filmmaker. Ouais, ça fait toujours plus classe de dire un truc en anglais. Oui, ils ont acheté un drone, ils ont fait 3 images de mariage, et ça, ils sont vidéastes. Ils sont vidéastes. Je vais pas leur retirer ça. Mais en fait, il y a énormément de gens qui font un peu plein de choses. Moi, par exemple, j'ai des collègues sur Montpellier, on fait pas du tout la même chose. J'en ai une, elle fait plus que des photos de mariage. Donc, bah voilà. J'en ai une autre, elle fait ce qu'on appelle le B2B, quoi, business to business. Donc elle aura des clients comme des fabricants de robes de mariée, des restaurants. Elle fait aussi du mariage. Elle fait des vidéos pour des coachs d'immobilier. Mais on fait pas le même métier. Elle est pas journaliste en fait, tu vois. Ouais. Donc elle pourra pas proposer un sujet à un média. Enfin, elle peut si elle veut, mais c'est pas son. Elle a pas choisi de se concentrer là-dessus, tu vois.
Et moi, par exemple, faire ce qu'elle fait, je le fais pas. Moi, je fais pas de vidéos de créateurs de robes de mariée ou de vidéos pour des restaurants en direct. Je fais pas ça. Ouais, je comprends. Donc, on est vraiment sur des modes de fonctionnement qui sont très différents. Espèce de modèles économiques différents. Quoi. Oui, c'est ça. J'ai un autre que je connais, que j'ai formé, qui est dans une entreprise d'événementiel à Montpellier. Ok. Il a quitté son entreprise et maintenant il fait beaucoup de captations de concerts, des clips pour des musiciens. Voilà, il a fait un truc pour la métropole de Montpellier. Bon, c'est encore un autre secteur, tu vois. Ok. Donc c'est là où je dis oui, il y a de la concurrence. Mais d'un autre côté, quand tu arrives à trouver une place dans une boîte qui aime bien ce que tu fais, par exemple, le média américain, la Great Big Story, ils ont ouvert, enfin, on a commencé à bosser fin 2019. Fin 2018. En 2020, ils ont fermé. Ils ont réouvert 2 ans plus tard. C'était racheté par des boîtes anglaises. Ils m'ont rappelé, m'ont dit, mais en fait, on se souvient de toi, on a envie de continuer à bosser avec toi. Okay. Et là, je viens de leur vendre un sujet sur la crème chantilly, tu vois. Donc, les crèmes chantilly, tu vas aller où pour ça? Bah, Chantilly. Ah non, ok. En fait, l'idée, c'est de leur raconter d'où vient la crème chantilly. Ok. Donc ça, c'est toi qui l'as inventé. Enfin, qui est cherché. En fait, je cherchais des confréries un peu marrantes. Et j'ai trouvé... Il y a la confrérie du cassoulet. Oui, il y en a plein en fait. Confrérie du cassoulet. Mais c'est hallucinant le nombre de confréries qu'il y a et qui prennent vraiment le truc au sérieux. Ouais, c'est ça le pire. Et là, donc, je suis tombé sur la confrérie des chevaliers fouetteurs de crème chantilly. Et en déroulant le fil, je m'aperçois qu'en fait, ils font ça à Chantilly, dans le château de Chantilly. Okay. Qu'en fait, la crème, elle date d'il y a déjà plusieurs siècles, que les grands rois d'Europe se sont disputés la crème, nanana. Qu'en fait, ça a un lien, parce que tu vois, tout le monde dans le monde entier connaît la crème chantilly. Et donc moi, le pitch, c'est vraiment, je vous emmène rencontrer les secrets de l'origine de la crème chantilly dans le château de Chantilly à Chantilly, avec les chevaliers qui vont vous la présenter. Okay. Et on aura aussi un historien qui va nous raconter l'histoire du château et tout ça. Tu vois. Mais avant que tu proposes ça à la chaîne, oui. Tu fais déjà tes recherches avant pour demander si c'est possible et tout ça, on est d'accord? En fait, j'ai regardé tous les reportages qui ont été faits, que j'ai pu trouver dessus. J'ai regardé leur site, j'ai poncé tous les articles qu'il y avait. J'ai fait un premier pitch. Okay. Ensuite, je l'ai proposé. J'ai attendu avant de le proposer parce que j'ai mûri l'idée, j'ai retouché des trucs. Donc, je l'ai proposé. T'as à peu près combien de temps pour faire ça? Je peux pas dire, mais ça prend pas mal de temps, ouais. Mais on est d'accord, c'est sur une durée, quoi. C'est-à-dire, tu te fixes pas un objectif en disant en une semaine, je dois. Non. Mais là, par exemple, tu vois, le sujet, j'ai dû le trouver il y a quelques mois. Après, je l'ai laissé de côté en me disant, j'y croyais pas vraiment. Ouais, okay. Finalement, je me suis dit, pourquoi pas. J'ai reponcé le truc. Puis après, j'ai pris un peu mon courage à deux mains. J'ai fait, allez, je le propose. Et en fait, la réaction était super. Ils m'ont dit, on adore, c'est génial. Donc là, j'ai appelé les mecs de la confrérie. Ils m'ont renvoyé vers le service de communication du château de Chantilly. Le service de com a dit, mais en fait, on peut vous mettre tel historien. Le mec, il est un mec hyper connu. C'est un ponte qui est qui gère le musée de Condé à l'intérieur de machin. Donc c'est enfin tu vois, c'est un gros niveau de patrimoine, de conservateur de patrimoine. Et en fait, je me rends compte qu'il y a une tonne de trucs à raconter et que en fait, le sujet il est beaucoup plus intéressant. Et là, le média me dit, mais est-ce que tu veux pas présenter aussi? Je fais, oui, pourquoi pas. Donc ce serait marrant de voir... À la Stéphane Bern, genre? Pas vraiment, mais ce serait plus, en gros, je fais la voix off et à la fin, je goûte devant la caméra et je dis peut-être des trucs, un peu de mise en scène, tu vois. Et là, pour la première fois, il me propose d'écrire et de faire le montage, alors que d'à base, j'avais coécrit et fait juste le tournage, tu vois. Ça durera combien de temps, la vidéo? 8 minutes, voilà. Ah ouais, d'accord, c'est super court. Ouais, c'est court, en même temps, c'est quand même long à faire tenir 8 minutes. Quoi. Ah ouais, ok. On se rend pas compte comme ça, mais il faut quand même que ce soit bien timé, tu sais, c'est un truc pour Internet, donc... ouais, il faut ouais. Après, il faut garder l'attention du celui qui regarde. Quoi. C'est quand même une chaîne qui a maintenant 6 millions d'abonnés, donc c'est quand même pas rien, mais elle fait pas ses vues. La plupart mais c'est ce que j'ai vu en fait, j'ai regardé ces dernières vidéos, je crois qu'elles étaient à 50 000 vues. Bon, c'est pas mal, tu vois, mais sur 6 millions. C'est pas génial. Moi, la dernière je sais pas comment elle a eu ces 6 millions, mais... J'ai fait pour eux, j'ai fait... Après, sur Internet, ça dépend... de plein de facteurs, quoi. Tu peux avoir une vidéo de qualité et je crois que j'ai jamais vu ce média faire ses vues. Le mieux qu'on a fait, alors moi, le mieux que j'ai fait pour eux, c'est 2 millions, je crois. Ouais, avec ton Malika, là.
Makila, ouais, Makila, Makila, pardon. il a fait 1,5 million, 1,7, tu vois. Ouais. C'est déjà énorme. Enfin, déjà, quand tu peux dire, voilà, regarde, c'est moi. Ouais, non, Voilà. carrément. Mais je pense que c'est juste qu'il y a plein de gens qui s'abonnent parce qu'ils regardent une des vidéos et puis c'est tout. Et puis ils abonnent. Voilà. Ouais. Non, j'ai une autre question qui me vient avant que ça perde. Ouais. Pourquoi tu t'es pas mis. Parce que là, c'est toi qui a tout fait pour le Makila. Mais par j'ai contre, pas c'est tout la fait. chaîne qui goûte le fruit, quoi. Alors, j'ai pas tout fait déjà parce que. Alors, sur le Makila, c'est un peu particulier. C'est moi qui ai trouvé l'idée. Attends, juste, est-ce que tu pourrais te Ouais. rapprocher un peu Oui. plus? Ouais. C'est moi qui ai trouvé l'idée. Et ce qui est assez bizarre, c'est que normalement, c'est une boîte assez carrée et la productrice, elle m'a été pas simple comme personnalité. Et je sais pas ce qui s'est passé sur ce coup-là. Je lui ai dit, mais normalement, ils m'envoient une prépa avec les questions, les séquences qu'ils veulent, et c'est eux qui choisissent l'écriture. Pour le truc du basque, pour le Makila. Pour ce média-là, en général, Ok, le fonctionnement, oui. c'est ça. Ok. Et là, elle me dit, écoute, je suis désolé, mais j'avais pas le temps, j'ai oublié que t'allais tourner. Donc, je te fais confiance. Ok. Donc, c'est moi qui ai choisi les questions. Bien ou pas bien, du coup? Bah, ça s'est bien passé parce qu'ils m'ont. Enfin, pour toi, c'était une bonne nouvelle? T'étais content? C'était flippant. Je t'avouerais que Parce que c'était nouveau. Bah, puis pour moi, c'était un des plus gros clients, puis c'est un des médias que je respectais le plus. Et tu sais, au début, elle me faisait tellement pas confiance qu'elle était carrément venue des États-Unis pour tourner avec moi, pour me former, et elle avait été un peu casse-couille. Et il y a un moment où il devait m'envoyer quelqu'un et la personne n'a pas pu venir, et elle m'a dit, bah, écoute, on peut pas le faire. J'ai dit, mais si, je peux le faire tout seul. Elle me dit, ouais, mais la dernière fois, t'avais du mal avec ce type de format. J'ai dit, fais-moi confiance. Et le truc a cartonné, le producteur était hyper content, le truc a fait aussi 1 ou 2 millions de vues, tu vois. Et à partir de ce moment-là, ils m'ont fait confiance. Et là, ils ont fait, ok, bah vas-y, on est chaud. Donc là, ils m'ont fait faire une histoire sur le pain chocolat et la chocolatine. Ça a grave marché. Mais du coup ma question suivante, c'est pourquoi tu le fais pas pour toi? Pourquoi tu ne crées pas un... Alors, j'ai essayé de le faire avec la chaîne Le Gars qui filme. J'ai commencé. Et j'ai trouvé ça assez ingrat parce qu'en fait, tu démarres de rien. Déjà, tu n'as aucune audience. Ouais. Donc, tu fais des trucs, ça fait 400 vues. Ouais. En fait, ça te bouffe quand même beaucoup de temps de le faire. Et après, c'est qu'il faut s'y retrouver financièrement parce que quand tu as un média comme ça, il te prend un truc, déjà ça te fait vivre. Parce qu'il paye, à l'époque, ça me permettait de vivre au moins 1 mois, tu vois, quand je leur fournissais un sujet, tu vois. Ouais, je comprends. Donc déjà, il y avait ça. Et après, il y a la visibilité. Quand tu fais un truc pour ta chaîne YouTube, Le Gars qui filme, machin truc, bon, bah cool, t'as fait 400 vues dans ton coin. Là, t'as 2 millions de vues, c'est un gros média connu, ça te ramène d'autres jobs. Ouais, non mais ok. Donc en fait... Ouais, t'as aucun intérêt à toi de le lancer sur ta chaîne et attendre les vues, quoi. Après, je te concède quand même que je suis toujours frustré du fait de pas avoir trouvé le bon format pour moi. Parce que aujourd'hui, on est d'accord qu'il y a plein d'influenceurs qui tirent leur épingle du jeu, et il y en a plein, ils ont rien à raconter, ou ils disent des trucs de merde, mais ils savent utiliser les codes. Et c'est très énervant pour quelqu'un qui est, donc c'est le métier, qui vient du milieu, qui voit quelqu'un qui prend son iPhone et qui fait des conneries avec son iPhone et qui a autant de vues et autant de partenariats. Et en fait, j'aimerais bien trouver un concept qui me plaise, dans lequel je puisse mettre à profit tout ce que je sais faire pour faire vraiment mon espace de création. Et qui me permettent ensuite de débloquer une liberté financière, parce qu'en fait, il y a ça aussi. C'est comment est-ce que je fais pour moi trouver suffisamment de blé pour faire des trucs qui me plaisent. C'est toujours le côté argent ensuite qui te fait revenir à la réalité et à chercher les contrats et compagnie. C'est ça, parce que moi, tu vois, si j'avais tout l'argent du monde, j'irais filmer les baleines au Groenland et les ours au Svalbard et je serais toujours barré à droite à gauche en train de faire des trucs, tu vois. Et t'as jamais discuté, du coup, tu disais que tu travaillais avec des youtubeurs, essayer de, je sais pas, d'apparaître dans leurs vidéos. C'est déjà fait. Ok. Si tu veux, déjà, c'est même eux qui m'ont encouragé à le faire. Ok. Et il y a Stupid Economics que je connais comme depuis plusieurs années, ils m'ont encouragé à le faire. Ils ont 250 000 abonnés, je crois, ou peut-être plus déjà maintenant.
Il y a Une bière et j'y vais qui a 315 000 abonnés, qui est à Montpellier, avec qui je travaille de temps en temps. Il m'embauche à la caméra sur certains projets. Il y a Léa Bello, qui est une journaliste au Monde aussi, qui m'a encouragé à le faire. Après, si tu veux, je l'ai déjà fait. C'est-à-dire que par exemple, j'ai fait un épisode avec Une bière et j'y vais. On est allé en République tchèque. Et j'ai fait, bah vas-y, je vais faire un vlog du tournage et raconter comment ça se passe, tu vois. Finalement, la vidéo, elle a fait même pas 2000 vues. Ouais. Alors que lui, il a 315 000 abonnés, donc tu vois. Et il a dit dans son épisode, allez voir sa chaîne. Ouais. Il a fait un épisode vlog, allez voir, tu vois. Donc il a vraiment fait ma pub. Léa, elle a fait pareil. Après, j'ai l'impression que ça marche aussi à la fréquence, quoi. Alors, je pense qu'il faut pas être frustré que ta vidéo ne soit pas vue, tu vois. C'est juste sur la durée, il faut. Voilà. Mais je suis d'accord avec toi, c'est énervant. En fait, c'est ça. Et maintenant, je me dis, putain, je suis con, j'aurais dû continuer parce qu'aujourd'hui, en voyant le taux de croissance, peut-être qu'en 1 an, j'ai fait 400 abonnés. Mais tu sais, si tu continues, peut-être que. Ouais, mais c'est toujours. Mais je te rejoins aussi, c'est quand tu te donnes pas à fond, mais quand tu te donnes sur un truc, tu vois que t'as t'as rien en retour. Oui. Enfin, t'as rien, t'as quelques vues, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, c'est vraiment énervant, quoi. C'est très énervant, et en plus, t'as l'impression de donner de la confiture au cochon, tu vois. Tu t'es fait chier à faire un truc super bien monté, avec plein de richesses dans le contenu, etc. Et en final, tu te dis, bah, je me rajoute un max de taf, et derrière, quoi. Enfin, ouais. Et c'est pas comme, tu vois, par exemple, là, j'ai fait mon film seul dans mon coin, et je l'ai emmené dans les festivals, mais dans les festivals, j'ai gagné un prix, j'ai eu une reconnaissance du public, tu vois. Il y a une visibilité qui va m'aider. Puis on t'a parlé, quoi, je pense. Bah, c'est ça. En direct, on t'a. Voilà, j'ai fait des questions-réponses avec le public. J'ai vraiment eu des réactions, donc ça fait du bien de. Et puis c'est quelque chose qui va m'aider dans ma carrière, parce que mine de rien, on est aussi là pour ça, tu vois. Ouais, carrément. Ouais. Voilà, mais. Du coup, ça rejoint un peu la question suivante, c'est Internet, peut-être moins la télé, mais Internet évolue très vite. Donc les codes, comme tu dis, évoluent très vite. Même les reportages télé, je sais pas si ça évolue trop, mais comment tu fais pour te mettre à jour sur ces modes-là? Est-ce que tu regardes plein de vidéos? Est-ce que tu regardes des séries? Oui, je consomme beaucoup de contenu. Ouais. Que ce soit du YouTube, que ce soit. Ça, c'est bien parce que du coup, ça allie ton métier et un peu un côté. Oui, il y a un peu un côté ludique, mais ludique, tu vois, je passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook, TikTok moins, mais j'y vais quand même parce que je sais qu'il faut que j'y aille. Et je bouffe énormément de séries. Ça, c'est pas énervant, ça, de se dire je suis obligé d'y aller parce que c'est un média qui marche. C'est chiant, et que, en fait, si j'y vais pas maintenant, même si maintenant, c'est peut-être déjà trop tard, mais. Je trouve ça chiant. C'est plutôt frustrant, et c'est aussi très frustrant de voir que les modes de consommation changent, et il y a des médias, par exemple, il y en a un, je me suis un peu, tu vois, j'ai réussi à avoir le rédacteur en chef, proposer une collab, lui vendre des sujets, etc. Et en fait, il me dit, bah en fait, maintenant, on tourne que les trucs en vertical. Ouais. Donc là, tu te retrouves à dire, ok, donc en gros, moi, j'ai ma caméra très bonne qualité. J'aime faire l'image, c'est ma passion, tu vois, de faire des belles images. Et tu te dis, bah en fait, je tourne au format vertical avec des sous-titres, le logo. Donc en gros, tout ce que je fais comme taf, bah, ça va pas être complètement vu, tu vois. Et en même temps, bah, qu'est-ce que tu te dis, bah, si je dis non, qu'est-ce que. Toi, il y a plein de moments où en fait maintenant tu dois aussi t'adapter à ton temps, quoi. Alors je continue à faire plein de reportages horizontaux, mais. Ouais, mais j'ai vu que tu en avais fait aussi des verticaux. Mais des verticaux, mais de bonne qualité, quoi. Bah j'essaie. Tu vois, quand tu vas voir putain, c'est quoi la dernière fois que j'ai eu La fille avec son parfum, là. Tu vois, typiquement, enfin, je trouve ça mieux que certaines. Ouais, bah merci, hein, c'est gentil, mais. Non, mais enfin, je pense que tu le vois aussi, quoi, la qualité parce que l'image. Parce que là, on a Euronews déjà derrière. Ok. Y a des producteurs qui ont une exigence. Et après, oui, j'ai tourné avec une caméra professionnelle, j'ai pas pris un téléphone. Donc j'ai juste. Du coup, j'utilise. Techniquement, j'utilise la totalité du capteur, parce qu'en fait, je tourne la caméra. Donc je garde exactement tout le capteur. Je fais pas de. Je rogne pas dans l'image, je fais pas de crop, comme on dit.
Donc déjà, il y a ça. Et après, oui, je m'efforce de faire une belle image, j'étalonne derrière. Tu re-regardes tes vidéos ensuite, une fois qu'elles sont envoyées? Oui. Ouais. Oui. T'es pas énervé, enfin pas énervé, mais... Si, je vois toujours les défauts, mais je regarde régulièrement mon travail pour voir Ok. comment j'ai évolué. Ok. Simplement, je sais pas, il y a un côté rassurant à se dire, attends, tiens, je regarde un truc que j'ai fait il y a déjà 3 ans, et je me dis, qu'est-ce que j'aime bien dedans, et qu'est-ce qu'aujourd'hui je ferais pour améliorer, Et tu tu vois. sens une réelle évolution Oui. entre il y a 3 ans et aujourd'hui? Oui. Enfin, techniquement, je veux dire. Techniquement aussi, en termes de contenu, je trouve que je suis mieux dans comment dire, j'arrive mieux à faire parler les gens dans un contexte où ils sont libres. Il y a eu tout un moment où j'ai eu la phase où on t'assoit, on te fait interviewer, Ouais. c'est un peu protocolaire. Ouais. Et maintenant, je suis plus en plus à l'aise avec ce qu'on appelle les lives, c'est-à-dire les gens qui te parlent d'un truc en direct, en train de faire quelque chose, Ouais. et c'est beaucoup plus vivant. Mais Tu vois. c'est vrai que tu le dis, mais quand j'ai tourné avec Etchebest, du coup, Oui, bah, il y avait du coup son assistante, quoi. oui, Et en fait, bah, elle me parlait comme si on se connaissait depuis longtemps, en fait. ouais, Et en fait, enfin, je pense, elle me voulait me mettre à l'aise et puis ouais, je sois pas trop stressé. ouais. Mais en fait, bah, enfin, on s'est installé, et puis elle me parlait en même temps de la vie normale, tu Mhm. vois. Là. Ouais, est-ce que tu veux un café? Est-ce Mhm. que tu veux un Mhm. verre d'eau et tout? Et en fait, le mec, il me filme en même temps, tu vois. Mais Ouais. bon, en l'occurrence, je le savais pas, tu vois. Je sais pas si c'est une faute professionnelle ou pas, mais Non, en parce fait, que c'était du coup un échange naturel qu'on avait. oui, J'étais pas stressé puisque je savais pas, en fait. ouais. Et du coup, je trouvais ça super bien de Oui, parce justement que de pas être. Bah, tu te mets là, t'attends. Le chef va arriver, on fait ça ça. c'est chiant. Ouais, mais je trouve que Oui, là, c'est nul, quoi. Enfin, quand je fais un tournage, justement, j'aime bien prendre le temps de prendre le café avec les gens, manger avec eux, Hmm. picoler avec eux, parce que bon, en France, le lien social se fait aussi autour de l'alcool, mais c'est con, hein, mais il y a aussi ça. Tu refuses un verre à quelqu'un, il va être un petit peu plus Ouais. méfiant envers toi. Et juste prendre le temps aussi de parler hors caméra, de dire ah ouais, mais de montrer que t'es quelqu'un comme tout le monde aussi, de parler de toi, de dire bah voilà les galères que t'as eu pour venir le matin, ce genre de choses, tu vois, parce que du coup, bah, moi je veux pas être faux quoi. Moi je suis un être humain, je suis avec d'autres êtres humains, c'est con, hein, ça fait un peu bisounours de dire ça, mais Oui, non, je comprends. En fait, tu viens pas, tu repars pas. je suis pas là sur mes grands chevaux. Je déteste l'attitude parisienne où c'est j'arrive, voilà, je sais tout mieux que tout le monde. J'ai pas le attends, temps. ouais, voilà, tu dois me donner ça parce que t'imagines pas la visibilité que je te donne. Moi, je suis pas du tout comme ça. Je me dis, bah déjà, merci de me donner votre temps, tu vois. Enfin, Ouais. on va essayer de faire en sorte que ce soit cool pour tout le monde. Et je stresse pas les gens, tu vois. Je suis pas du tout en train de dire, il faut y aller. Ouais. Je suis plus en mode, bon, bah, comment on peut faire ça? Comment est-ce que ça peut être fun pour tout le monde? Et La plupart des gens qui sont interviewés par toi, ils ont un bon feeling, du coup, ils se sentent. j'ai ce sentiment. Après, Enfin, je veux dire, t'as pas eu de retour négatif de part. non, après, t'as des cas quand même. Hein, t'as des cas qui sont pas simples. Hmm. Mais globalement, ça va, tu vois. Après, je pense que ça. Enfin, tu peux avoir un non-feeling avec la personne bien interviewée, sûr. ça peut être. Après, c'est humain aussi, quoi. Oui, puis il y a des moments, t'as pas le temps d'installer cette relation aussi, tu vois. Oui. Quand tu peux le faire, c'est tant mieux. Ouais. Mais t'as pas le temps d'installer cette relation. Alors, quand on sent qu'on est sur des timings serrés, j'essaie d'écouter. Par exemple, là, le capitaine du bateau avec les dauphins, là, j'ai pris le temps. Je dis, bon, voilà, il faudrait qu'on fasse une petite interview. Il me dit, ouais, je pense que le mieux, c'est au retour. Hein. Donc, j'ai écouté son timing. Je dis, ok, c'est ça qui, pour lui, c'est là le mieux. Alors, voilà. Et du coup, ben, il était content parce que on a respecté aussi son timing. Et effectivement, il était disponible parce que bah, il était plus pas dans une période où il devait s'occuper de quoi que ce soit. Et il a prévenu son équipe, et etc. Ouais, il était full focus avec toi, quoi. Ouais, en fait, quand dans les deux sens, il y a une vraie collaboration, c'est pas toi qui arrive qui donne les ordres et tout, bah, c'est beaucoup plus fluide, tu vois. Ouais, non, mais carrément. Parce que si t'arrives, tu fais ton chef, tu disruptes tout ce qui se passe autour de toi en disant vas-y, pose-toi là, fais ça, parle comme ça. Enfin, moi, j'ai vu les Américains justement débarquer, faire ça. Je déteste ça, cette façon de faire. Ouais. Mets-toi là, dis ça.
Ouais. C'est bon, là, on n'est pas des pantins à ton service, tu vois. Après, là, bon, c'est deux cultures bien différentes, mais est-ce que même en France, tu vois, t'as pu voir ça, par exemple? Oui, mais même, j'ai régulièrement des retours. Quand je vais interviewer les gens, je dis, mais ça va, mes collègues vous ont pas traumatisé. Enfin, tu sais, je fais ça un peu à la rigolade. Ouais. Vous avez eu, je leur demande souvent avec qui est-ce que d'autres vous avez eu avant moi, tu vois. Ah bah, on a eu Arte, on a eu France Machin, on a eu truc, on a eu bidule. Et je leur demande toujours, ça va, ils ont été cool et tout. Et il y en a toujours pour me dire, je vais pas te dire, mais c'est toujours les mêmes qui reviennent généralement. Je vais pas les balancer. Est-ce que c'est le côté freelance que toi t'es Oui. qui fait en sorte que tu as plus ce lien avec la personne? Je pense il y a moins le côté société qui arrive. Oui, je pense qu'il y a moins le côté locomotive Oui, voilà. d'un grand média où ils sont pressés comme des citrons. Il faut faire les illustrations. Il y a des télés où ils leur demandent de découper les actions en séquences. Donc ça veut dire qu'ils vont demander aux gens de refaire la même action, Ok. mais sous plusieurs angles, Ouais. avec plusieurs valeurs de plan, etc., etc. Et je sais qu'il y en a plein que ça épuise. Ils se disent, mais putain, on est là toute la journée à refaire les mêmes gestes. Attends, tu peux rentrer. Ce que j'avais vu en figuration, c'était ça. Oui, le métier de comédien, ça, c'est horrible. Hein. C'est de la fiction. Oui. Bon, mais quand tu fais un reportage, Oui. quand même, t'essaies d'avoir du naturel. Oui, tout le temps, tu vas demander aux gens, d'accord, est-ce que tu peux te mettre là pour t'interviewer? Est-ce que tu pourrais me montrer ça, etc., etc. Oui, effectivement. Mais il y a un minimum quand même. Tu essaies de faire en sorte de comprendre que voilà, t'es chez les gens, ils ont déjà eu l'aimabilité de dégager du temps pour toi. Il faut que ce soit donnant-donnant. Tu peux pas arriver et dire mets-toi comme ça. Mais je pense que ça se voit aussi. Ouais, j'étais avec un agriculteur que j'aime bien, qui on s'entend bien. J'ai fait 2 fois un reportage chez lui, tu vois. À chaque fois, il m'a dit ok, pas de souci, prenez sa journée pour moi. Ah ouais, putain, pour un agriculteur qui prend sa journée. Bah, tu vois, et un mec qui bosse avec des grands chefs, hein, ils font que des agrumes. Ok. Ils bossent Il est en France ouais, ils sont dans les Pyrénées-Orientales. Et à chaque fois, on s'entendait bien parce que on était enfin, tu vois, on se prenait pas pour plus. Et il me disait, il y en a une, elle est venue. Et la meuf, elle était là, mais tu te rends pas compte, ce que je fais pour toi, ça va t'amener de la visibilité, fais ça, souris, nanana, et plus d'enthousiasme, nanana, tu vois, genre la meuf insupportable, quoi. Et il m'a dit, bah du coup, moi, ça m'a braqué, et du coup, bah j'avais pas envie de faire ce qu'elle me demandait. Et t'imagines, t'as quelqu'un qui arrive qui te dit, grâce à moi, tu vas avoir de la visibilité, mais j'en ai un neuf, enfin, tu vois, mec, il bosse déjà avec du casque, qu'est-ce que tu veux que la nana de la télé régionale va lui apporter quoi? Tu vois, enfin. Non, mais il a pas besoin de ça. Et pourtant, il le fait gentiment, mais tu peux pas arriver et demander aux gens, tu vois, de leur dire soyez plus enthousiastes. Ça, c'est un truc, c'est pas des comédiens. Ils sont. Non, mais en plus, ce côté naturel, tu l'as justement en amont, en parlant avec les gens, en allant boire un verre, en allant manger, en mettant une espèce de confiance aussi avec la personne, quoi. Oui, c'est sûr que si tu arrives en 5 minutes, tu tournes, en fait, ça va pas bien se passer, mais c'est comme dans toutes les relations, je veux dire. C'est ça. Hein. Si tu arrives dans un groupe que tu connais pas et tu commences à dire, à critiquer ou quoi, en fait, ou à demander. Tu vas passer pour le mec relou, quoi. C'est ça. Et en tournage, il y a aussi le côté, il faut désacraliser un peu, tu vois. T'es pas Dieu, t'es pas le grand média machin. Oui. Oui, parce que c'est vrai, souvent quand on voit une caméra, même dans la rue ou quoi, on se retourne toujours pour savoir est-ce que c'est France 3, est-ce que c'est. Pour en fait, rien, c'est juste une personne qui tient une caméra et c'est tout, quoi. Enfin, envoyer son rush à France 3, peut-être. Oui, voilà. Et après, c'est pour ça aussi que j'aime bien avoir des caméras discrètes, tu vois, ou qui passent un peu partout. J'aime pas avoir les gros machins, parce qu'après, tout de suite, tu perds le côté un peu. Moi, j'ai des boîtiers que si j'enlève tous les accessoires, je peux passer pour un touriste avec un appareil photo, tu vois. Okay. Et ça, c'est génial, parce que du coup, je peux faire des plans comme un touriste, comme personne me calcule. Et si jamais, j'ai besoin, je remets les accessoires pour faire, ah oui, c'est moi le professionnel. Tu sais, c'est marrant parce que t'as un boîtier qui vaut 4000 balles dans les mains, mais les gens disent ah mais il y a un appareil photo et tu lui mets un stabilisateur à 300 balles dessus, là tout de suite c'est attends, ça coûte combien ce truc là? Donc tu mets un stabilisateur et la caméra toute carrée là. C'est ça, et tout de suite ils pensent que ça y est, le truc a coûté 10 000 balles et en fait c'est vraiment une question c'est beaucoup une question d'apparence aussi, hein. C'est comment tu te comportes, etc. Et pour ça, moi, j'aime bien casser ça, tu vois. J'aime bien me dire, écoutez, moi, je suis là, je suis simple, je suis pas, tu vois. Ok.
Je pète pas. T'es simple, tu roules en Ferrari quand même. Oui, c'est vrai. En Ferrari. Ferrari Ford. C'est vrai que mon oncle m'a légué un petit héritage. Un petit pécule. Un petit héritage de 3 millions. Après, c'est un peu dur pour mettre les caméras à la Ferrari. T'as pas beaucoup de place dans le coffre. J'ai pas beaucoup de place, mais bon, j'ai installé un toit. Un toit. Pour continuer le mec qui est gros connard qui arrive en Ferrari pour faire son reportage. T'es chez l'agriculteur, ça doit être fun, ça. Bah, lui aussi, il a une Porsche. Donc, à force de travailler avec des chefs étoilés. Bah après, ouais. Enfin, s'il fait du bon boulot. Bah écoute, il vend ses citrons à 5000 € le citron. Alors, il t'en a pas donné, là? Il m'en a donné, si. C'est comme ça que j'ai acheté les réparations de la Ferrari. Bah écoute, c'est super intéressant ce que tu dis. Enfin, en tout cas, j'apprends aussi plein de trucs, même si on se connaît du coup par le théâtre. Puisque tu t'es remis au théâtre quand on s'est connus ou... Tu veux dire, parce que toi, t'as quitté le groupe. Non, je veux dire, à 13-14 ans, t'as fait du théâtre, ensuite t'as arrêté. Ensuite alors, j'en ai fait, je crois, 4-5 ans d'affilée, jusqu'à... Pas d'impro, que du texte. Il y avait de l'impro dedans, mais c'était quand même du théâtre. En fait, il y avait un mélange de texte, un mélange d'ateliers sur les émotions, etc. Enfin, c'était un peu un mélange de plusieurs choses. Mais c'était pas que de l'impro. Et après, quand je suis parti à Paris faire mes études à 18 ans, là, j'ai arrêté le théâtre pendant 1 an. J'ai refait 1 an de théâtre d'impro à Paris, mais c'était pas la même ambiance. C'est bizarre. T'as pas trouvé ce côté troupe, enfin, côté copain? C'est complexe, hein, parce que j'étais des gens plus vieux que moi, la plupart. Ok. Quand t'as 18-19 ans, t'es pas très... mature, et puis... Ouais, et... Je sais pas, j'ai eu du mal à... Si c'était des copains qui ont 30 ans... Ouais, même plus, tu vois, en tout cas, moi, voilà, j'ai arrêté à ce moment-là, et j'ai eu un gros moment pendant jusqu'à j'ai dû arrêter à 20 ans, tu vois, 19-20 ans. Et tu recherches quoi dans le théâtre, du coup, puisque tu as repris en termes d'impro, du coup, sur Montpellier? Là, j'en ai repris à Montpellier, mais tu vois, des années plus tard, en 2020, je crois. Mais c'est le côté... 2019. T'as envie de rire, en fait, ou t'as juste envie d'être lâché? Moi, je trouve que le théâtre d'impro, particulièrement, c'est mon truc. Parce que tu te tapes des barres et des délires. Enfin, ça te permet je trouve, d'être excentrique, en même temps... De partir dans des univers complètement barjots avec des gens, de jouer, de vivre des situations et des personnages. Les gens te suivent aussi. Ouais, même voilà. s'ils sont pas trop dans ton délire. C'est ça, en fait, l'impro fait que tu peux pas dire un trop non, ou tu essaies toujours de proposer quelque chose. Ouais, t'as ce côté-là, du coup, qui t'amène les gens dans ton univers. Et puis, ouais. J'aime particulièrement l'impro parce que voilà, c'est un grand moment où tu peux partir en totale déconnade et en même temps tu construis une histoire, donc tu pars pas complètement en vrille, tu vois. Mais on est parti, on a fait des trucs complètement perchés en impro. Et est-ce que ça t'aide dans ton métier, l'impro? Est-ce que t'as vu, est-ce que tu vois une petite différence? Oui, clairement, oui. Même côté à l'aise, côté blagueur, je suis beaucoup plus à l'aise en répartie. Ouais. Voilà, je suis beaucoup plus à l'aise aussi parce que on va pas se mentir aussi, on est dans un métier où on est tellement tout le temps en train de débarquer sur le tarmac qu'on doit toujours donner un peu le change, qu'on sait ce qu'on fait, alors qu'en fait il y a une partie de toi, tu sais pas ce que tu fais, tu vois. Et donc c'est d'avoir le côté naturel du truc. Voilà, il faut toujours composer un petit peu en disant, au fond de toi, t'es là, putain, mais c'est quoi ce bordel, comment ça a marché? En fait, faire un reportage, c'est de l'impro aussi. Il y a une grosse partie d'impro. Et donc, c'est un peu ce lâcher-prise, tu vois, d'accepter que tu sais pas complètement où tu vas. Tu as un fil conducteur, mais tu sais pas complètement quand même ce que tu vas avoir, où tu vas. Et je trouve que les deux sont... C'est stressant, ça? Alors oui, c'est stressant. De pas savoir ce que tu vas capter? C'est stressant, mais c'est un truc qui, moi, me fait vivre, quoi. Tu vois, pareil, je fais de l'impro musicale. Ça fait des années que je fais de l'impro. Avec des potes sur scène, où tu veux, dans la nature. Et j'aime bien le mélange, moi, d'avoir une structure et en même temps d'improviser dans cette structure. Ça, c'est un truc dans lequel je suis particulièrement à l'aise, même si
il y a toujours un côté un peu, je sais pas, il y a toujours un côté un peu flippant quand même, tu vois. Il y a toujours un côté un peu genre, qu'est-ce que je suis en train de foutre l'impro en tant que tel, c'est flippant. Bah, à partir voilà. du moment où tu sais pas où tu vas, C'est ça. tu te poses plein de questions, quoi. Et en même temps, moi, quand je sais exactement ce qui va se passer, Ouais, je me fais terriblement chier, tu vois. ouais. Et j'ai pas envie d'une vie, moi, où on me dit, voilà, du lundi au vendredi, tu vas au bureau et tu vas accomplir telle tâche. Et, Non, bien sûr. Ouais. je sais qu'il y a des gens pour qui c'est un besoin, même d'ailleurs, je pense qu'il y a plus de gens pour qui c'est important de faire ça. En fait, je pense que c'est le côté important, c'est juste le salaire à la fin. Enfin, trop honnêtement, je pense que la plupart des gens, ils savent qu'à la fin du mois, ils auront un salaire. Et puis, Oui, mais je pense qu'au-delà de ça, il y en a plein qui ont besoin d'avoir une structure, un cadre, qui ont besoin d'être organisés, qui sont rassurés par la routine et qui supporteraient pas d'avoir comme moi un emploi du temps complètement éclectique, avec des phases de grosse production, des phases de relâchement total, où t'es pas en relâchement total parce que t'es toujours un peu en train sur le qui-vive, en train de chercher un sujet, t'es toujours en train de faire ta tambouille, si tu veux. Ouais, mais ce qui est bien, c'est que chaque journée est différente, quoi. Déjà, chaque journée est différente. Même si tu peux planifier peut-être à l'avance. Chaque année est complètement pleine de surprises. Et il y a toujours une part de stress, mais qui finalement, au bout d'un moment, tu dis, ça fait partie du prix à payer pour tout le reste, quoi. Tu vois, parce que moi, par exemple, si j'étais embauché par une compagnie pour faire des films d'entreprise, je me ferais vraiment chier. Je veux dire, ils me diraient, bon, là, t'es sur le projet Renault. Allez, on va faire le projet Renault. Et en bout de ligne, tu fais jamais vraiment les choses pour toi. Tu vois ce que je veux dire ? Où je bosserais pour France Région, n'importe lequel. Il me dirait, tu fais ton reportage comme ci, comme ça. Je me ferais chier aussi parce que si je faisais que ça, c'est tellement formaté que en bout de ligne. Mais tu pourrais très bien commencer par ça pour voir un peu l'ambiance, le milieu, et puis ensuite partir en freelance. Tu vois. C'est Toi, t'es possible. parti direct en freelance. Parce que j'ai pas trouvé trop d'autres trucs. On fait aussi par rapport à ce qu'on trouve. Hein. Et des postes dans notre domaine, il y en a très 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 peu. On est soit intermittent, soit pigiste, soit freelance. Mais des gens salariés dans notre domaine, il y en a très peu. Et niveau argent, tu vis bien. Enfin, t'as un salaire régulier chaque mois. Non, mais comment ça se passe? Est-ce que ça te stresse? Alors oui, il y a eu des moments où ça me stressait. Les premières, moi j'ai vraiment décidé de me lancer à plein temps en 2017, donc c'est quand même, je suis passé par des phases où j'ai refait des formations, j'ai fait des stages, j'ai fait des boulots alimentaires aussi à côté, etc. Et en 2017, j'ai vraiment décidé de faire que ça. Et la première année, il y avait un côté à la fois excitant et effrayant. Parce qu'en fait, j'ai eu un premier client qui m'a payé 1600 € pour 4 jours. Je me dis, je peux faire un salaire moyen en 4 jours. Ouais. Sur les références de 2017, parce que les gens qui entendent ça disent, attends, 1600, c'est pas un salaire moyen. À l'époque, c'était un salaire plus ou moins moyen. Voilà. Quoi qu'encore aujourd'hui, je crois que ça l'est encore plus ou moins. Je n'en ai aucune idée. Bref, c'est pas le débat. Mais à ce moment-là, j'ai décidé de faire confiance entre guillemets à la vie, si tu veux. Enfin, je sortais d'une formation de 4 mois en journalisme numérique. J'avais plusieurs cordes à mon arc, notamment j'avais appris à pitcher à des médias. J'avais 5 publications dans des médias, etc. Et j'ai investi dans du matériel. Et je me suis dit, il faut que ça soit rentabilisé, ce matériel. Et donc, j'ai postulé à tout ce que je trouvais. Et de fil en aiguille, ça a fonctionné. Le réseau de mon ancienne école a fonctionné. Il y a eu plusieurs portes qui se sont ouvertes. Plusieurs cordes à son arc, comme on dit. Et donc, les premières années, j'étais en auto-entrepreneur. Et je gagnais assez pour payer ma vie, quoi. Je mettais de l'argent de côté, je me démerdais, j'avais un loyer comme aujourd'hui. J'ai pas un gros loyer. Niveau heure de travail, c'était... tu cravachais quand même?
Oui, forcément, j'emmenais avec moi du boulot en vacances. En fait, le truc, c'est que je mélangeais tout, quoi. Je partais en voyage et je tournais des images que j'allais vendre. Ok. J'étais jamais sans rien, tu vois. Ouais. Même si je partais, En fait, t'as toujours le euh, besoin de faire quelque chose, quoi. voilà, j'avais toujours une caméra avec moi. J'étais toujours en train de tourner des trucs, en train de proposer ci, en train de proposer ça, au téléphone, en train d'aller à Un vrai businessman, quoi. des conférences d'entrepreneurs. Oui, parce que ça me passionnait. Ouais. En fait, j'avais enfin compris, si tu veux, pendant des années, j'étais un peu putain, qu'est-ce que je vais faire je peux pas être salarié. Enfin, hein. Et là, tout à coup, je comprenais enfin ma nature. Et c'était pour moi incroyable de me dire, mais en fait, du coup, je bouffais des tutoriels. J'ai même pris une coach en business. Enfin, tu vois, j'ai essayé des tonnes de choses. Mais ça m'a permis de créer la première année, puis la deuxième année. Puis après, j'ai affiné le tir. Ouais, je comprends. Après ça, j'ai commencé à dire, bah, en fait, je suis meilleur là-dedans, puis ça me rapporte plus d'argent de faire ça. Et puis, il y a eu un gros moment de transition où je suis passé sur le régime des intermittents. Ok. Parce que j'étais vraiment à bout de souffle d'auto-entrepreneur. J'arrivais pas à avoir assez de... À trouver un équilibre entre Ouais, puis avoir ton assez de temps chiffre d'affaires aussi pour être vraiment bien. Tu vois, j'étais toujours avec 2 francs 6 sous. Enfin, c'était compliqué pour moi, quoi. Et le régime des intermittents m'a permis d'avoir des clients qui respectent mes conditions de travail, qui me payent systématiquement le mois qui suit ma prestation, qui me permettait de cotiser aussi à plein de droits, qui me permet de toucher le chômage quand je travaille pas, qui me permet d'avoir des congés payés, des droits à la formation, une mutuelle. En fait, j'ai trouvé le juste milieu entre le salariat et l'indépendant. Ça, c'est ce que tu es actuellement, du coup? C'est ça. Ok. Je suis sur le régime des intermittents. Et maintenant, j'ai des clients même qui me font des package deals où je suis salarié, j'ai mes repas remboursés systématiquement, Ok. des hôtels pris en charge Une espèce de contrat et des indemnités kilométriques. clair. Ok. Donc, j'ai acheté un véhicule et je me fais payer l'entretien du véhicule par les compagnies qui me font travailler. Ok. Donc en fait, Est-ce que ce côté-là, tu perds pas juste le côté débrouillardise, tu vois? Parce que tu sais que tu as un backup. Du coup, tu te donnes peut-être moins à fond sur la recherche, tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois ce que tu veux dire, mais d'un autre côté, en auto-entrepreneur, c'était vraiment plus possible, quoi. Ouais, d'accord. C'était trop stressant, j'étais toujours en train de compter les sous, etc. Là, j'ai un compte épargne, je mets de l'argent de côté tous les mois, la banque veut bien me faire des crédits. Ok. J'appelle des agences de location, sans rire, des grosses agences comme Foncia. Je leur dis, bah, je suis intermittent depuis 3 ans, combien vous déclarez sur votre feuille d'impôt? Tant, ok, très bien, bah ok, c'est bon. Et ils me disent que... En fait, ils ont juste besoin de papier et de preuves, quoi. C'est ça. Ouais. Mais n'empêche que ça fait du bien, quelque part, de rentrer dans un système dans lequel tu es reconnu. Parce que nous, on fait partie d'une masse salariale qui, quand même, représente 300 000 Français. On a des syndicats qui vont s'asseoir pour nous, pour représenter nos droits. D'ailleurs, je cotise à un syndicat tous les mois pour qu'ils s'assoient à la table, qui négocient avec les patrons. Je croyais qu'il disait, il s'assoit, il faisait des sittings devant le mais, gouvernement. Non, mais par exemple, quand tu as je vais dire les choses concrètement, le MEDEF veut détruire les intermittents depuis des années. Quand le MEDEF fait sa petite crise, comme tous les 2-3 ans, ou tous les ans, je sais pas exactement la fréquence, mais ils disent on en a marre des intermittents, pour les abattre. Nous, on a 4 syndicats qui vont s'asseoir et qui disent bon, écoutez les gars, en attendant, qui met les gens au pouvoir? C'est les gens qui travaillent dans les médias, qui participent au PIB français grâce au cinéma, au spectacle, ça, c'est les intermittents. Okay. Vous voulez nous enlever ça? Dans ces cas-là, on arrête, et puis l'économie du pays va chuter. Les gens que vous voulez mettre au pouvoir, ça va être compliqué de les mettre au pouvoir, etc. etc. Je ne vais pas rallonger le truc, mais voilà. Okay. Et donc, ça fait du bien de faire partie de cette famille-là. Parce que quand tu es en auto-entrepreneur, c'est le Far West. T'es tout seul. T'es tout seul, et tout le monde veut t'entuber. Mais vraiment tout le monde. Tout le monde va essayer de te dire attends, ils vont essayer de rogner ton salaire, ils vont essayer de t'avoir sur machin truc. T'es intermittent, c'est mort. Okay. T'es la responsabilité de l'entreprise le jour où tu travailles. Ils sont obligés de te payer sur les barèmes des conventions collectives. Okay. Donc ils sont obligés de te payer un minimum qui a été agréé, et donc généralement ils te payent même mieux que ça. Et de toute façon, ils sont obligés de te payer ton salaire. Tu cours plus après, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et ça, franchement, tu gagnes une stabilité. On s'en rend pas compte, mais ça change la vie, quoi. Ouais. Mais même, c'est pas que financier, en fait. Oui, imagine, t'as une mutuelle. Enfin, tu vois, à l'époque, j'avais pas de mutuelle, moi. Là, j'ai une mutuelle qui me coûte 11 € par mois. C'est con, hein, mais en fait,
tu stresses moins, quoi. Du coup, Ouais, tu te dis, bah oui, et puis même au pire, t'as un mois de merde, bah oui, bah t'as quand même 1500 balles qui tombent. Donc tu sais mais que. par contre, tu dois respecter certains. Oui. Comment ça s'appelle? Le stress, par contre, dans l'intermittence, c'est de faire 507 heures minimum chaque année. Ouais. C'est de faire 16 heures. Ça s'appelle comment, des heures? Soit ça des s'appelle cachets. Des cachets, putain. Les cachets, c'est chez les. En fait, comédiens et tout t'as ça. deux annexes, t'as les techniciens et les artistes. D'accord. Les comédiens, musiciens et tout ça, ils font des cachets. Ok. Et les techniciens, ils font des heures. Ok. Pardon. Et donc, tu couperas au montage. Non, Par contre, ce qui est cool, c'est que le fait aussi de rentrer chez les intermittents, ça m'a aussi réouvert une famille de métiers que je ne faisais plus. C'est-à-dire que j'ai été payé pour être comédien pour une pub pour Toyota, par exemple. J'ai fait figurant journaliste sur des séries. J'ai été payé par notre prof de théâtre. On a fait une date de théâtre de rue en impro et Ok. j'ai eu un cachet. Ok. Donc ça me permet aussi de revenir dans une famille de métiers que j'avais un peu laissé de côté. Et ça, en auto-entrepreneur, tu peux pas? C'est plus compliqué, ouais. Ah oui, d'accord. Ok. Et... Parce que tu vois, moi, j'étais pas auto-entrepreneur et puis c'est pourtant, moins- j'ai c'est réussi moins à faire intéressant. un cachet de. Oui, mais c'est moins intéressant. Si tu veux, un cachet, ça a de la valeur en termes d'heures. Ouais, d'accord, Mais ouais. c'est vrai que les techniciens audiovisuels, nous, on est quand même parmi les mieux payés de tous les corps de métier des intermittents. Ok. Donc moi, je préfère être technicien audiovisuel parce que ça me rapporte beaucoup plus. Hmm. Et aujourd'hui, effectivement, je trouve que je suis confortable, oui. D'accord. J'ai une voiture, j'ai mon appart à côté du centre-ville. Je peux partir, là, tu vois, je suis parti en vacances 10 jours sans trop me prendre la tête. J'épargne tous les mois. Enfin, tu vois. Et donc, je pense qu'on va un peu commencer à arriver vers le futur Oui. et vers la fin. Ouais. Du coup, si tu devais gagner plus, en fait, qu'est-ce que tu en ferais de. C'est un peu difficile, mais qu'est-ce que tu ferais de cet argent, du coup? Parce que là, tu dis, je suis bien. Alors, je trouve une certaine stabilité. alors, Est-ce que tu as des projets? Est-ce que tu veux voir plus grand? Est-ce que tu Bien veux sûr. embaucher des gens, peut-être? Alors, créer ton propre truc? j'ai pas mal d'idées là-dessus, évidemment, mais si j'avais déjà plus d'argent, forcément, nous, il faut toujours bien penser qu'il y a une partie de notre salaire, d'ailleurs sur notre feuille d'impôt, c'est reflété, on a un abattement de 10%. Parce qu'en fait, ils savent que t'investis toujours de l'argent personnel dans ton matériel. Donc déjà, moi, j'achète du matériel chaque année, je monte en gamme. Après, il y a forcément, j'ai besoin d'un meilleur véhicule, donc il faut que j'achète un meilleur véhicule. J'aimerais bien acheter une maison, donc là aussi, c'est un truc, il faut que je puisse montrer aux banques que je suis solvable, etc., pour faire un crédit, etc., etc. Donc ça, c'est plus confort personnel. Après, en professionnel, là, moi, j'écris des dossiers parce que je veux passer à l'étape où je demande des subventions avec des sociétés de production pour réaliser des films que j'ai écrits. Genre le CNC et tout ça? Exactement, ouais. Et parce que là, justement, mon film cette année a gagné un prix en festival. Il a eu un bon parcours plutôt. Et je veux aller chercher des subventions pour justement pouvoir aussi prendre une équipe avec moi, payer un monteur comme il faut, payer un étalonneur comme il faut, payer un ingé son. Et donc là, en ce moment, cette année, ce que je fais, c'est que j'écris plusieurs projets. J'écris des dossiers, je contacte des boîtes de prod, je regarde aussi ce qui se fait en termes de subventions. Et donc là, le futur pour moi, c'est voilà, donc c'est plus de répondre à des clients, mais c'est de moi-même de lancer l'idée. Et puis, une fois que par exemple tu te débloques un budget de 100 000 € pour faire ton film, après tu peux te concentrer là-dessus pendant 6 mois, payer aussi tes heures dessus. Et du coup, t'es dans ta créativité, tu vois. C'est ça aussi. Du coup, tu marches plutôt an par an, année par année, je veux dire. Ou tu regardes, c'est quand même de te projeter. Non, par exemple, dans 5 ans, tu te vois où dans 5 ans? Alors, dans 5 ans, ça va dépendre. Peut-être dans 10 ans, non? Je sais pas exactement, parce que je pense que dans le futur, il va falloir que je m'associe. Si je veux pas couler, il va falloir que je m'associe à des structures déjà existantes pour monter. J'aimerais bien prendre des parts dans une société de production et proposer des services au sein de cette société de production en gardant mon indépendance, mais en étant associé. C'est des choses qui se font déjà? Ça se fait déjà, mais j'ai pas encore trouvé les bonnes personnes pour le faire. Mais j'aimerais bien monter, peut-être pas moi monter une structure, mais au moins rejoindre une structure existante dans laquelle je pourrais collaborer.
Après, voilà, moi je compte sur mon travail qu'on appelle d'auteur, hein, c'est-à-dire commencer à déjà avoir une première subvention. Voilà, Ouais, étape par étape, quoi. étape par étape, mais après j'aimerais vraiment plus faire du film d'auteur. Ouais, d'accord. Donc c'est vraiment écrire, faire des sujets sur le long terme, prendre le temps de vraiment faire un truc. Tu vois, j'en ai marre de ce tempo. Là, j'ai envie de passer des mois sur un sujet et de creuser mon sujet, tu vois. Ah ouais, tu manques un peu de temps aussi pour tes projets. De temps et de moyens, quoi. Ouais, Les ouais. budgets web sont vachement réduits. Ok. Là, j'aimerais bien avoir des budgets, genre des vrais budgets pour pouvoir me permettre de me dire, voilà, je prends un bloc de tournage de 2 semaines dans tel endroit avec un ingé son avec moi et on n'a pas à se préoccuper de l'argent. On prend vraiment le temps de faire un bloc de tournage. Ouais, ouais. On revient, on dérush. Je passe 4 mois, ce qui sont les temps normaux en fait. Quand tu fais un long métrage documentaire, tu passes 4 mois en montage avec la monteuse, tu vois, ou le monteur. Et tu prends des locaux pour la personne qui monte. Et peut-être que t'es pas tout le temps avec la personne, mais au moins, tu es là de temps en temps, tu viens superviser le montage, tu vois, tu prends vraiment le temps de... Tu prends un compositeur, tu vois, t'as vraiment une... Ça, j'ai l'impression que tu décris le métier, enfin pas le métier, mais la situation idéale, quoi. Bah ouais. Ça, c'est... Mais je sais pas si elle existe, en fait. Tu sais qu'elle existe? Bah, j'en connais qui ont des subventions. Donc après, évidemment, tu as toujours des contraintes. Mais autour de moi, quand je vois qu'il y a des youtubeurs qui ont des subventions CNC, ils ont écrit des idées, je travaille avec eux sur leur budget, je me dis, bah moi aussi, je comprends leur démarche, oui, pourquoi pas moi, tu vois. Et bien sûr, il y a toujours des contraintes, évidemment, il y a la situation idéale, elle n'existe pas. Hein. Tu as toujours des trucs, tu as toujours un producteur qui va dire, oui, mais attends... le budget, on peut pas en faire ce qu'on veut. Attends, oui, d'accord, je veux bien, mais moi, je te donne 5 jours et pas 7 comme tu as demandé, parce qu'il faut aussi qu'on paye ci, il faut qu'on paye ça, tu vois. Et puis, tiens, j'aimerais bien qu'on mette tel technicien, parce que dans la région, comme ils ont donné de l'argent, il faut qu'on prenne des techniciens qui sont de la région, il faut pas prendre des techniciens de Paris, etc. Donc, oui, d'accord. Mais dans le fond, dans les possibles, j'aimerais m'offrir, enfin j'aimerais aller dans cette carrière dans laquelle, voilà, mais en même temps j'ai l'âge pour, tu vois, j'ai fait mes preuves à 33 ans, il y a plein de réalisateurs qui vont me dire, j'ai commencé dans ces eaux-là, tu vois. Ça fait combien de temps du coup que ça fait depuis t'as terminé quand, en 2011? Ouais. T'as été en freelance en 2017, donc ça fait quoi, un peu plus, ça fait 10 ans à peu près? Ouais, à peu près, on peut dire ça, ouais. De dire que les premiers moments où j'ai fait mes reportages professionnels, c'était ça fait à peu près une dizaine d'années, ouais. Ok. Comme ça, ouais. C'est beau après 10 ans de toujours ne pas être lassé de ce qu'on fait. Il y a des moments de lassitude, je dois le dire. Il y a des moments où même... Après, c'est aussi pour ça que tu aimerais évoluer vers d'autres horizons. Oui, il y a des moments où je suis blasé. Hein. Ouais. Mais c'est vrai, hein, ça arrive. Hein, mais c'est normal en même temps. Enfin, c'est difficile de faire un métier avec toujours autant de... Il y a plein de moments où tu t'emmagasines. Enfin, moi, je pars des fois sur des longs trajets, des moments, c'est pénible. En fait, t'es souvent seul, quoi, en plus. T'es seul. Encore si t'étais à plusieurs, à 2, 3. Oui, alors c'est vrai. Ne serait-ce qu'à 2, déjà, bon, tu parles avec quelqu'un, déjà. C'est ça, ouais. Tu partages aussi des expériences hors boulot, quoi. C'est beaucoup plus agréable d'être avec quelqu'un. Je crois que j'avais entendu des comédiens, des stand-uppers, enfin pas ceux qui font des one-man shows, que en fait, ils allaient dans une ville inconnue, inconnue pour eux, ils faisaient leur spectacle, et ensuite ils se retrouvaient dans leur loge tout seuls, à manger leur boîte de haricots verts, tu vois, et ils avaient vraiment un sentiment de solitude extrême, quoi, alors qu'ils faisaient je sais pas, des milliers de vues. Je pense que et certains en fait partaient avec des amis pour retrouver ce côté chaleureux ensuite en dehors du métier, quoi. Bon, après c'est d'autres c'est autre chose, parce que moi je suis toujours en interaction, donc j'ai quand même je fais pas un spectacle devant des gens, je parle avec des gens, on a quand même oui. Mais c'est vrai que par exemple les tournages avec les youtubeurs, c'est ceux sur lesquels je me marre le plus et que j'aime le mieux, parce que généralement on est plusieurs, c'est bonne ambiance. T'as un peu les mêmes centres d'intérêt aussi, je pense. Il y a les mêmes centres d'intérêt, on est dans les mêmes tranches d'âge, tu vois. Et moi je trouve ça génial d'être avec des gens qui ont une certaine liberté de création. Elle n'est pas illimitée, leur liberté, hein. Il y a forcément un cadre, mais de voir des gens qui s'amusent. Et tu pourrais pas travailler avec quelqu'un
Actuellement, là, je sais pas, Oui. peut-être pas embauché, mais... Bah oui, tu veux dire plus régulièrement avec Ouais, un plus même. régulièrement, je sais pas, un mec qui filme et toi, bah C'est tu... totalement jouable et possible. Il y a même des moments où j'ai cherché ça, mais c'est un peu comme une aiguille dans une botte de foin. C'est des trucs très. Ok. C'est rare, hein, des choses comme ça. De trouver cette personne-là, tu veux dire? Ah oui, d'avoir un collègue avec qui je travaillerai tout le Ouais. temps. Après, bon, il En faut le fait, le problème, payer, il c'est faut qu'il trouver un... il faudrait qu'on soit complémentaires, quoi. Bien sûr, ouais. Ah oui, tu peux pas prendre Et n'importe qui, c'est sûr. j'ai déjà essayé. J'ai passé des annonces pour trouver. Ok. J'en ai parlé autour de ma face, si tu veux. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai toujours pas trouvé de gens avec qui il y a vraiment avoir le cette feeling... association. Ouais, Si d'accord. tu veux, j'ai des gens qui aiment bien travailler avec moi, mais qui aiment bien travailler avec moi parce que justement, je suis autonome. Ok. Et c'est même carrément délirant, c'est que j'ai plein de boîtes, de rédactions, de médias, etc., avec qui je travaille, je ne les ai jamais rencontrés en personne. Ok. Donc ils m'appellent, ils me font des mails, parfois même des visios, mais je ne les ai jamais vus en vrai. Ouais. Et donc t'imagines que ben voilà, les gens, par exemple là, la crème chantilly, ils sont à Londres, ils t'écrivent des mails, ils te font des visios, ils t'appellent, mais tu les vois jamais en vrai. Hmm. Donc c'est un peu bizarre, mais voilà, Ouais, c'est d'accord. comme ça, hein, voilà. Ok. On va arriver sur la fin. Sauf si t'as des choses à rajouter. Non, bon, j'ai toujours plein de trucs à rajouter, Mais en tout cas, c'est trop cool de parler de ça avec toi. Bah ouais, ça fait tous ces plaisir aussi. sujets-là. Même si on se connaît depuis très longtemps, mais on a déjà eu l'occasion d'en parler, mais Oui. pas autant en profondeur, je pense. Ouais. Une question que je pose, est-ce que tu es heureux actuellement ou de par ton métier principalement pas... Je trouve que c'est une question qui est compliquée à répondre parce qu'il y a des moments où oui et des moments où non. Tu vois. Enfin, mais t'as plus de moments oui que non ou je me suis pas vraiment posé la question. Il y a des moments où... Parce qu'à partir du moment où tu auras plus de non que de oui, peut-être que tu te diras, bon, qu'est-ce que je fais quoi? Tu sais, Que je change pour moi, c'est plus compliqué que ça. C'est comme si j'avais une sorte d'attachement ou de loyauté à ce métier-là. Ok. Tu vois, il y a un truc en moi qui fait que j'ai jamais abandonné parce qu'il y a eu plein de moments où Dieu sait que j'ai eu envie d'abandonner. Hein. C'est dur. Hein. C'est pas facile d'être tout seul. La route est pas pavée. T'as pas un contrat que tu signes. Non, mais c'est clair. Je suis d'accord. Je connais pas ce truc-là, moi, mais je pense que... Et il y a des moments où, en ce moment même, où je suis blasé. Ok. Mais il y a toujours une part de moi qui... Mais c'est peut-être parce que t'as pas les contrats que tu veux. Il y a de ça, il y a aussi peut-être l'impression de donner beaucoup d'énergie pour peu de retour. Ouais. Et il y a des moments où ça me fatigue, tu vois. Enfin, je veux dire, t'es toujours un peu dans l'incertitude, etc. Maintenant, il y a toujours une part de moi qui veut faire, donc que ça passionne. Il y a des pulsions que j'ai de création. Il y a ça, c'est bien, je trouve. Des idées, j'en ai plein. C'est bien d'avoir ce temps-là pour faire ça, quoi. C'est ça. Je sais pas, le soir, tu te couches avec une idée, et puis le matin, tu te dis... Mais même des fois, c'est un peu pénible parce que je suis toujours en train de penser à... Ah, ok. Tu vois, on part en vacances avec ma copine, je suis là, mais attends, si je faisais ça, puis alors elle m'écoute, elle me dit, ah, mais moi, je serais... Tu vois, elle me dit, ah, bah tiens, si tu faisais ça, ça me plairait, j'aurais envie de le voir, tu vois. Et ben après, elle m'encourage à aller dans telle direction, à creuser tel sujet, tu vois. Ouais. Mais moi, je trouve que ce métier, il se fait dans la passion et aussi dans la frustration. C'est un peu comme une relation amoureuse, quoi. Tu vois, t'as des moments où c'est génial et tu trouves que c'est extraordinaire, puis t'as des moments vraiment plus difficiles où faut réussir à s'adapter, faut réussir à encaisser. Ouais, voilà, c'est con, c'est bateau ce que je dis, mais rien n'est parfait, quoi. Et c'est un gros engagement. Ouais. Et donc, comme dans tout engagement, t'as des moments où, je sais pas, c'est comme les athlètes des JO, tu vois, par exemple, sans vouloir me comparer à, tu vois, mais ils vont passer des années à s'entraîner, à être dans des moments hyper durs, ils ont envie d'abandonner, ils sont dans la frustration, ils vont vivre des moments intenses de succès, et ils vont quand même être dans l'incertitude, ils vont être dans une sorte d'adrénaline, ils vont être dans le doute de soi, tu vois. Et moi, ça, je peux le comprendre, parce qu'il y a des moments où
je suis toujours étonné de voir. Mais est-ce que c'est pas parce que c'est aussi ta passion, tu vois? Bah, c'est ma passion. Parce que tu as allié passion et métier. Ouais. On dit que parfois ça fait pas bon ménage, quoi, parce que parfois tu peux être lassé de ta passion. Bah, il y a des des moments, ça me blase. Oui, il y a des moments, tu vois, moi, par exemple, je vois tout le monde avec leur putain d'appareil photo en vacances. J'ai pas envie d'avoir un appareil photo dans les vacances. Ouais. Bah, ma meuf, elle s'étonne, elle me dit, mais je te vois jamais avec ta caméra. Je dis, bah oui, mais j'ai pas envie, quand je suis en temps de repos. Ouais, mais c'est comme les kinés ou les masseurs qui, bah ouais. qui doivent masser. Ou les musiciens professionnels, ils ont pas envie d'avoir leur guitare tout le temps et de jouer pour n'importe qui. Tu peux me jouer ça? Oui, exactement. Non, c'est chiant, tu vois. Ouais. D'ailleurs, c'est pour ça. Moi, c'est chiant, mais c'est pas. J'ai eu l'opportunité là de passer pro en musicien et j'ai dit non. Ok. Parce que en fait, j'avais pas envie de ruiner un plaisir, quoi. Ouais. Tu vois. Ouais. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est hyper important. Il faut. Non, mais. Et donc, moi, j'essaie de trouver un compromis entre les deux. Mais effectivement, il y a des moments où je suis blasé. Et je suis blasé parce que je vois plein de gens qui débarquent maintenant, qui font des vidéos aussi. Je suis blasé parce qu'il y en a plein qui veulent essayer de prendre ma place. Ouais. Je suis blasé parce que voilà, il y a aussi des moments où tu te donnes à fond, puis finalement, le retour, il est pas là. Voilà. Mais il y a aussi plein de moments où je trouve ça génial. Et il y a des moments où je suis même étonné de prendre plaisir à des choses auxquelles j'aurais pas imaginé, tu vois. Mais est-ce que t'as pas essayé de chercher autre chose? Si. Non, mais il y a plein de moments où je me suis dit, allez, j'arrête tout. Non, mais, toujours dans le tournage, mais je sais pas, un autre format. Si, je le fais toujours. Hein. Ok. Là, d'ailleurs, en voulant faire du long métrage d'auteur, c'est un totalement autre domaine. Ou en ayant essayé ma chaîne YouTube, je vais peut-être essayer de faire des formats TikTok, tu vois. Enfin, j'essaie de passer devant la caméra. En fait, je teste plein de trucs. Mais je me rends compte que ma jauge d'énergie, elle est sacrément brûlée. Ouais. Et il y a des jours où je passe des moments où je suis sur mon bureau et je suis là, tu vois, on est au mois d'août, je crève de chaud et j'avance, tu vois. Et il y a des moments où je fais des trucs productifs et des moments où je n'arrive pas du tout à être productif. Et en même temps, il ne faut pas non plus s'en vouloir, quoi, parce que... non, mais après, est-ce que... Parce que tu travailles de chez toi aussi, donc tu sais, parfois tu as des alternatives si tu prends une salle qui te sort un peu de... Je l'ai fait, mais finalement, je préfère bosser de chez moi, quoi. Ouais, non, mais ça s'entend aussi parce que tu as une certaine routine, voilà. Un certain calme, tu sais que oui, voilà, et puis tu sais que... il faut tes bouchons d'oreille. Chez toi, tu peux faire un peu ce que tu veux, Ouais. Quand tu es dans un bureau, tu as 15 000 personnes autour de toi, c'est pas la même. Hein. Ouais, je suis d'accord. Ok, bon, écoute, merci beaucoup en tout cas. Avec plaisir. Une question que je pose à chaque fois, c'est est-ce que tu aurais un livre à recommander? Je t'ai posé la question un peu rapidement aujourd'hui. Un livre qui t'a marqué, un livre que tu pourrais me conseiller, que je pourrais lire, qui me plairait. J'y ai réfléchi un petit peu. Qui t'a plu. Alors moi, il y en avait un que j'ai lu un peu d'une traite, justement, lors d'une pause digitale, que je me suis rendu compte que j'avais vraiment besoin d'arrêter les écrans pendant un week-end, et je me suis remis à lire. Et je suis tombé sur Les Cerfs-Volants de Romain Gary. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Ça se passe dans la campagne normande et en pleine Seconde Guerre mondiale. Okay. Et moi, ce que je trouve intéressant dans le concept de ce livre, c'est que ça parle justement d'un mec qui a une passion et qui, dans toute la merde de la guerre, va continuer sa passion des cerfs-volants pour donner l'envie aux gens de kiffer la vie, tu vois. Ok, un peu de bonheur aux gens. Ouais, c'est ça. Et après, ça parle aussi d'espionnage, ça parle de collaboration avec l'ennemi, d'un mec qui est amoureux d'une noble polonaise, alors que c'est un campagnard de Normandie, enfin, tu vois. Okay. Mais ce livre est vraiment très bien écrit. Je trouve que des fois, chez Romain Gary, il y a ce côté très moi. Là, on l'a pas. Okay. Enfin, je l'ai pas senti, en tout cas. C'était très intelligent et brillamment écrit. Donc, je connais pas du tout, même cet auteur-là. Romain Gary, ouais, c'est... Mais du coup, tu lis beaucoup, enfin... Pas assez... Tu aimes lire, en tout cas, quand tu prends un bouquin, J'aime beaucoup lire quand un bouquin me happe, tu vois, défoncer un bouquin comme ça. Ouais, mais comment il fait pour te happer? Juste par le synopsis du truc? Par l'histoire, l'écriture, les personnages, l'ambiance. T'es un peu obligé de lire, de commencer, non? Oui, mais généralement, c'est en lisant les premières pages que je vais voir si... Il y a des bouquins du même auteur, je me dis, génial, je vais reprendre un bouquin du même auteur, et puis ça passe pas du tout, tu vois. Et je me dis, mais il est indigeste ce livre, j'arrive pas à le...
Donc c'est un peu, je pense que ça dépend des moments, ça dépend du mood, tu vois. Je trouve que c'est plus facile pour moi de lire en hiver, tu vois, c'est un peu plus un temps chaleureux, que de lire en été. Et puis ça dépend, c'est des moments, est-ce que t'es calme dans ton cerveau à ce moment-là ou pas non, mais... Est-ce que t'as envie d'écouter une histoire de thriller un peu glauque ou est-ce que t'as plutôt besoin mais en tout cas, tu aimes bien, en tout cas. Tu aimes bien lire et... Oui, mais je lis pas assez à mon goût, ouais. Mais j'aime bien lire, ouais. Ok. Bah écoute, merci. Bah, merci à toi. T'as quelque chose, non. Comment ça t'échange t'a plu? Vivez votre passion jusqu'au bout. Mais avec beaucoup d'argent. si vous avez une passion, surtout jusqu'au bout. Comment, bon, je sais pas si ça va t'amener des clients ou quoi, ou même des DM, mais comment on peut te suivre? Est-ce qu'on peut te suivre? Est-ce que tu as un Insta? Est-ce qu'on peut voir tes créations? Où est-ce qu'on peut les voir? Le mieux, c'est de taper mon nom et mon prénom dans Google, donc Sylvain, comme le prénom. Voilà, le prénom. Elfasy, ça s'écrit ELFA2SY, tout attaché. Donc tapez ça dans Google, vous allez tomber sur mon site en premier. Donc sur mon site, déjà, vous pourrez retrouver une bonne partie des choses que j'ai bien voulu montrer. Tu le mets à jour, ton site? Je le mets à jour régulièrement. Il y a, plein de portfolios accessibles. Il y a mes contacts Instagram, mon mail, mon téléphone aussi, il y a mon LinkedIn. Enfin voilà. Tout est là, référencé. Tu fais rien à voir, mais j'ai un collègue qui fait pas mal de captation de clips vidéo. Toi, t'en as déjà fait? De clips musicaux, pardon. Il fait des clips de création pour des artistes ou... Ouais. Donc c'est pas de la captation, c'est vraiment de la... captation pour moi, c'est il filme, il pense et il filme. Oui, donc il écrit un concept, il tourne un clip, quoi. Ouais. D'accord. J'en ai fait. Ok. Mais c'est complexe quand même. Hein, ouais, mais d'accord. C'était juste pour si jamais. Ouais. Ok, bon, bah écoute. Merci beaucoup. Merci. Sylvain, en tout cas, ça fait plus d'1h30 qu'on parle. Ouais, c'est vite passé. Hein. Ah oui, moi, de toute façon, moi, je te dis, c'est un truc. Et merci aussi pour ton temps, parce que c'est une journée de travail, donc j'ai pas envie d'être. Ouais, donc je vais retourner manger tranquille. Voilà. Et boire un petit coup. Ouais, c'est ça. Bon, merci en tout cas. Avec plaisir. Ciao. Si vous avez aimé cet épisode, faites-le moi savoir avec une note 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast, ou alors laissez-moi un commentaire, et nous on se retrouve pour le prochain épisode.